Bon, on est au complet. Eh ben, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être ici pour cette nouvelle édition des Chemins de Traverse. La dernière fois, nous avions reçu, si mes souvenirs sont bons, Natacha Polony, Shervin Oftadé et Jean-François Figeac pour parler de l'influence de la France dans le monde. Et pour cette nouvelle édition, nous allons donc nous intéresser à la transmission de la connaissance en 2024. Alors, pourquoi ce sujet très rapidement, et après, évidemment, on va présenter nos invités. Parce que la crainte de la disparition de la connaissance, ça n'a rien de nouveau. Et même à la fin du XVIIIe siècle, qui est pourtant le siècle de la connaissance, tout le monde s'émeut, à commencer par exemple par Fontenelle, de la disparition de la connaissance. Les gens sont de plus en plus bêtes, alors que pourtant, on n'a jamais autant parlé de philosophie, de mathématiques, de physique, d'histoire. C'est donc une vieille idée qui revient régulièrement et qui, au fond, vient d'un réflexe assez conservateur et qui consiste à penser que c'était mieux avant. Sauf qu'il y a une chose qui s'ajoute à ça, c'est que quand on parle de la connaissance, on oublie qu'il y a évidemment un contenu de la connaissance, mais qu'elle survit et qu'elle n'existe, et au fond, elle ne se justifie que par les formes dans lesquelles elle s'inscrit. Ce qu'on appellerait aujourd'hui les formats. Ça vaut pour toutes les formes de culture, ça vaut pour la musique, ça vaut évidemment pour l'architecture, pour la sculpture, pour la littérature, aujourd'hui pour la télévision, la radio. Et au fond, cette connaissance, elle ne disparaît jamais, ce sont les formats qui s'épuisent et qui donc se renouvellent. Et en général, l'étonnement des générations vient moins de la disparition de la connaissance en tant que telle que d'une incompréhension des nouveaux formats, en fait. Aussi, d'ailleurs, parce qu'il y a une transition entre ces producteurs de formats, par exemple des éditeurs en tout genre et de toutes sortes, et ce que veulent les gens. Voilà. Donc, quand on assiste à une crise de la connaissance, j'ai un peu vérifié, hein, je ne raconte pas n'importe quoi, en général, ça correspond à une crise des formats et des supports. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai voulu inviter des gens qui diffusent de la connaissance, qui peuvent en produire, mais qui, par ailleurs, sont des vrais producteurs culturels. Et l'idée, c'est d'essayer de comprendre, à travers la forme, comment est-ce que le fond peut vivre. Voilà. Je crois que c'était clair, je l'espère. Et donc, je vais présenter nos invités. Frédéric Schwamberger, bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Vous travaillez au sein du groupe Gallimard. Vous êtes le directeur de tout Futuropolis, qui est le fleuron de bande dessinée du groupe. Vous êtes aussi le gérant de Noël et POL. Vous avez mené une grande carrière chez Dargaud. Et donc, ça sera très intéressant, à un moment où la bande dessinée est justement un format qui cartonne, d'avoir votre éclairage sur ce sujet. Philippe Collin, bonsoir. Bon, Philippe Collin, vous êtes partout tout le temps. Donc, on va quand même rappeler que vous êtes producteur à France Inter, que vous produisez notamment, parce que vous avez une longue carrière dans la radio, vous produisez notamment ces fameux podcasts, les podcasts de Philippe Collin, qui ont été consacrés à Dans le désordre. Ça avait commencé avec Napoléon, d'ailleurs. C'était la première série, Napoléon, Jean-Marie Le Pen, Cléopâtre, Vladimir Poutine, Pétain, plus récemment, évidemment, Céline, qu'on a tous écouté, je pense. Bloom, avec un livre qui était très bien aussi. Et vous publiez par ailleurs, ces jours-ci, un livre dont on entend parler partout et à juste titre, un roman historique sur le barman du Ritz. On voit défiler ce joyeux monde de Paris pendant l'occupation. Ça sera donc évidemment, relativement à notre sujet, très intéressant de parler avec vous. Florent Varacco, bonsoir. Vous êtes directeur adjoint de la rédaction du Figaro.fr. Voilà, donc vous êtes numéro 2 du web au Figaro, en gros, depuis 1 an, 2 ans 2 ans. Avant, vous avez fait une carrière tout à fait brillante et assez précoce d'ailleurs au Point. Vous avez dirigé le site et vous avez terminé à 31 ans directeur adjoint de la rédaction du Point, si je ne dis pas de bêtises. Je le sais parce que vous avez été mon rédacteur en chef au Point, donc voilà. Alors, Philippe Collin, vous êtes très connu et tout le monde vous connaît. Frédéric et Florent, moins parce que vous êtes des hommes de l'ombre un peu par définition. Ah oui, Florent, vous avez aussi écrit un livre qui a très bien marché sur Michel Sardou. Vous voyez comme quoi ce soir, on est très écuménique. On vous connaît moins, mais je le sais parce que je vous connais personnellement. Vous êtes des gens qui, dans vos métiers, cartonnaient. Je le dis simplement, c'est-à-dire que vous avez pris en main des entités, des entreprises qui allaient moyennement bien, voire mal, et vous les avez transformées en machines de guerre. Je préfère le dire très simplement. Et donc, c'est aussi pour ça, pas seulement par amitié, que je vous ai invité. Et donc, puisqu'on essaye de s'intéresser non pas au secret professionnel, mais à la clé qui permet de l'ouvrir ce soir, j'aimerais savoir ce qui, dans chacun de vos domaines, d'accord, quelle était votre intuition quand vous avez
commencé ce métier, est-ce que vous aviez l'impression qu'il y avait des choses qui étaient en train de péricliter par rapport à une génération, ou d'ailleurs par rapport à juste des gens qui changent? Il ne s'agit pas seulement d'être jeune ou vieux, il y a simplement des gens qui avaient envie d'une chose à un moment et d'une autre ensuite. Est-ce que vous aviez une intuition de ce qu'il fallait faire, ou est-ce que vous avez tâtonné, et à force de tâtonner, vous avez fini par trouver des solutions? Voilà. Est-ce qu'il y avait un minimum de rapport entre ce que vous pensiez et ce qui s'est produit? D'accord ? Alors je vais commencer avec vous, Frédéric, puisque par exemple, quand vous avez pris Futuropolis, la maison d'édition n'allait pas bien, par exemple, elle allait ensuite très bien, elle va très bien. Vous avez aussi, je tiens à le préciser, redéployé intégralement le groupe Flammarion. Donc les maisons qui ont des problèmes, ça vous connaît. Dans votre carrière d'éditeur, et surtout de bande dessinée qui nécessite des très gros investissements, parfois pour une très grosse rentabilité, mais aussi parfois pour des catastrophes éditoriales qui coûtent donc très cher, quand vous avez commencé votre métier, est-ce que vous aviez une idée de ce qu'il fallait faire? Est-ce que vous avez appris? Ou est-ce que vous découvrez votre travail tous les jours? C'est la question. Voilà. Est-ce que ce micro fonctionne? Oui. Parle plus proche, à mon avis. Parce que voilà. Allô, allô? Ouais, c'est bon. Ouais. Je vais répondre à la première partie de votre question concernant les débuts, puisque il se trouve que j'ai commencé non pas dans la bande dessinée, mais que j'ai commencé chez Larousse. Enfin, chez Havas et un tout petit temps chez Larousse. Et Larousse, au début des années 2000, se trouvait précisément dans une phase de crise de la connaissance, du savoir, qui s'appelait la mort de l'encyclopédie multivolume. On n'achetait plus de dictionnaire, quoi. Voilà. Et alors, du multivolume, donc la grande encyclopédie que les familles avaient dans le salon, avait disparu dans les années 90 et elle avait été remplacée par des CD-ROM. Et donc un CD-ROM à 100 € venait remplacer une multitude d'ouvrages. Et donc, arrivant dans le milieu professionnel et dans le milieu de l'édition avec ce constat, il m'a semblé évident dès le début, en fait, et donc l'intuition était bien là, que le doute et la remise en cause du format doit être permanente. Et que à chaque minute, on doit s'interroger sur la forme que va prendre le contenu qu'on a apporté. Ce qui, chez Larousse, nous a permis notamment de nous amuser avec un savoir très institutionnel, puisque Larousse, c'était vraiment la vieille dame ou la jeune semeuse, pour qu'elle aille semer la connaissance de manière un peu différente. Et dès le début, en fait, d'initier des hybridations entre des mondes et des typologies de savoir ou des types de supports qu'on n'attendait pas forcément. Et donc, on a introduit notamment les tout premiers QR codes quelque part en 2004. Ça a marché? Alors, ça ne marchait pas à l'époque, évidemment, puisque personne n'avait un Dès qu'on commence quelque chose... Exactement. Et donc, on avait lancé un grand Larousse illustré avec des QR codes qui a été un flop interstellaire. Ou à l'inverse, on est allé chercher des dessinateurs de bande dessinée, et c'est comme ça que j'ai mis un pied dans la bande dessinée, pour leur faire illustrer les mots nouveaux du petit Larousse et les mettre dans le petit Larousse. Et donc, installer des dessinateurs de bande dessinée dans le dictionnaire, qui était cette forme d'institution, a eu des effets, là, pour le coup, extrêmement positifs, et où nous étions allés chercher Christian Lacroix pour décorer le 100e petit Larousse. Chose totalement inattendue, et pour laquelle il fallait évidemment convaincre des équipes éditoriales peu habituées à ce genre de croisement, et qui a été, pour le coup, à l'inverse, un énorme succès éditorial, puisque c'était 1 200 000 exemplaires. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Et donc, depuis ce temps-là, j'ai envie de dire, oui, il me semble évident que réfléchir au contenant autant qu'au contenu est une chose essentielle. Oui, parce que c'est vrai que c'est très marrant, parce que je suis aussi éditeur dans le civil, entre guillemets, et c'est vrai que c'est très curieux de voir qu'en fait, le format détermine absolument tout. La même chose vendue différemment peut ne pas du tout marcher, et une autre très bien marcher. Bon, alors, Philippe Collin, la radio a, non pas étonnamment, mais contre toutes les prédictions, en tout cas, survécu. Survécu et a été adopté, non pas du tout par une génération vieillissante ou quoi que ce soit, et c'est pas du tout les choses idiotes, courtes et très vulgarisées qui ont marché. En fait, c'est parfois des formats longs, des émissions très sophistiquées, et donc elle a déjoué toutes les prophéties de la victoire de la bêtise, entre guillemets. Et alors, j'aimerais autant parler d'ailleurs tout de suite de votre podcast parce que c'est très intéressant. Moi, j'étais convaincu d'une chose, et votre podcast m'a totalement détrompé. Je pensais que le temps d'attention des gens n'avait pas diminué, en réalité, qu'il était le même. Alors, quelqu'un pouvait visiter une exposition de 2000 m², mais qu'en revanche, il fallait que ce soit fragmenté. C'est-à-dire qu'en fait, comme on est habitué à des choses qui changent tout le temps,
vous pouvez faire manger le même plat, même quantité de nourriture, mais par petits bouts. Et en fait, je me suis rendu compte, avec le succès de votre podcast, parce que c'est des épisodes très longs, que ce n'était pas le cas. Même question que pour Frédéric. Quand vous avez commencé cette série, c'était quoi votre intuition? C'était quoi l'idée qu'il y avait derrière? Je vais répondre à celle-ci et je reviendrai après sur votre remarque. Dans l'ordre que vous voulez. La première chose, c'est que je navigue dans les médias depuis assez longtemps et j'ai repéré assez rapidement, il y a quelques années, que la parole historienne était un peu réduite dans les masses médias. C'est-à-dire qu'il y avait des endroits où elle était sanctuarisée, des émissions d'histoire, mais hors de ces émissions d'histoire, il n'y avait plus trop d'historiens, notamment à la matinale d'Inter, par exemple. Quand j'ai commencé, il y avait des historiens régulièrement invités. Aujourd'hui, il y en a de moins en moins, en vérité. Et puis les émissions d'histoire ont commencé à disparaître, elles aussi, tout doucement. Et je me suis dit, c'est quand même assez intéressant à essayer de comprendre pourquoi cette parole disparaît et comment est-ce qu'on pourrait quand même essayer en tout cas, de réamorcer cette parole dans un nouveau format. Bon, ça c'est la première chose. La seconde chose, c'est que je me suis aperçu quand même, avec une sorte d'inquiétude, que l'émotion a pris le pas sur tout. Et l'émotion a pris le pas même sur la connaissance aujourd'hui, ce qui est assez inquiétant de mon point de vue. Donc j'ai commencé à réfléchir à une manière d'associer l'émotion à la parole historienne. Ça, c'est l'idée de mon nouveau format, de me dire comment je fais pour faire revenir Pierre, Thierry, Arthur, David Chantrane dans le flux médiatique, mais avec un nouveau format sur la base de vos travaux scientifiques, historiques, toujours les mêmes, ceux que vous avez charriés depuis 20, 30, 40 ans. Comment est-ce que je me sers de cette matière et comment est-ce que je la réinsère dans un monde présent qui passe par l'émotion? Et donc, pour répondre à votre deuxième objet, c'est que, en fait, vous aviez raison. C'est que ce que personne ne sait, mais dans la fabrication, c'est que toutes les 15 secondes, il se passe quelque chose dans le podcast. Donc, alors qu'on pense qu'on fait 9 heures... C'est illustré, quoi, bien voilà, sûr. Plus que ça. C'est-à-dire que l'idée que j'ai eue, c'est de réunir deux pôles dans cette production, un pôle scientifique, un pôle artistique. Le pôle scientifique, c'est quelques personnes qui ont fait des sciences sociales, qui préparent les émissions, qui m'aident à construire le plan. On intègre les équipes d'historiens dans ce pôle scientifique. Et l'autre pôle artistique, qui sont tenus par deux femmes, une qui a fait l'école des Beaux-Arts de Montpellier et une qui a fait l'école du Louvre à Paris, qui ont un rapport artisan quasiment à la matière sonore et qui sont là pour créer des ruptures en permanence. Donc là où je vous rejoins... C'est très pensé. Très pensé. Là où je vous rejoins, c'est que... Alors, je pourrais parler pendant des heures, mais je vais faire vite. C'est hyper intéressant. Une des solutions qu'on a trouvées, avec beaucoup de précautions, en contactant souvent les historiens, c'est d'insérer de la fiction. Avec donc, de l'émotion. Mais en essayant toujours en respectant la parole historique. Le danger est là. C'est-à-dire que je me souviens d'un extrait d'un film avec Jean-Yann et Jacques Dufilot consacré à Pétain, où il y a un dialogue de fin entre Laval et Pétain qui est extraordinaire, mais qui est complètement pas documenté. Oui. Il y avait quand même Ferraud qui avait suivi le... Donc j'ai appelé Henri Rousseau, j'ai fait écouter l'extrait à tout le monde. Est-ce que les historiens validaient l'extrait ? Est-ce qu'on avait le droit à la fin de passer cet extrait-là qui était complètement fantasmé par l'auteur? Et les historiens, voilà, Rousseau, Orca, ils m'ont dit ok, on peut le passer, ça tient la route. Voilà. Mais ça c'est important parce que l'outil de la fiction, il permet l'émotion. Mais ce que je veux dire pour rebondir à ce que vous disiez, c'est qu'en effet, c'est 9 heures sur Léon Blum, 10 heures sur Philippe Pétain, mais systématiquement, on casse le récit en permanence. Ce qui fait que votre cerveau est systématiquement sollicité, titillé, attiré. Et ça, c'est extrêmement important. La fabrication du podcast, il passe par là. Et tout le monde dit, mais comment tu fais? On en est à 20 millions d'écoutes, mais comment tu fais? Je fais parce que je m'adapte à Twitter et Instagram. Oui, en vérité, c'est que 15-20 secondes, c'est ce que vous faites sur votre téléphone en général. Nous, on a un rythme qui est comme ça, c'est cadencé, mais de manière frénétique. C'est presque un stromboscope, en fait. Voilà. Mais ça marche parce qu'on respecte la parole des historiens. C'est-à-dire qu'en fait, pour que vous compreniez rapidement, c'est qu'on a une règle d'or, c'est que la parole des historiens et des historiennes n'est jamais habillée ou très peu. Quand ils parlent, ils sont à blanc. Donc on accepte le deal. On est excité par les petits modules qu'on produit, mais en revanche, quand l'historien se déploie, il se déploie. Sur 2-3 minutes parfois, ce qui est énorme aujourd'hui en termes de format. Et ça, on s'est aperçu que ça marchait, c'est-à-dire que les gens, ils adhèrent au projet. Et parce qu'il y a de l'émotion. Et ça, donc le deal, c'est comment est-ce qu'on arrive à bien doser l'émotif et le savoir-savant. Et ça, c'est important pour nous. Oui, mais c'est très intéressant parce que pour avoir fait avec d'autres personnes dans cette salle ce podcast, en fait, comme il n'existait pas avant,
Oui. on ne savait pas trop ce qu'on faisait. Enfin, Bien on était sûr, dans un studio bien de radio, on nous posait des questions. Et vous étiez les premiers Bon. en plus. Vous Oui, étiez les voilà, premiers. c'était ça n'existait pas, donc on répondait. Et puis c'est vrai que quand on a écouté le résultat, on s'est dit putain, c'est quoi ce truc? J'ai jamais été aussi intéressant. Oui. Non, mais en plus, dernière astuce, et après je cède ma parole. Bien sûr. Dernière astuce, c'est que j'ai mis au point une sorte de stratagème qui fait que je prends des historiens spécialistes d'un sujet, mais la plupart du temps, je les interroge sur pas leur spécialité. C'est-à-dire que je fais attention à ça. C'est-à-dire que Thierry Lenz connaît Bonaparte par cœur et je vais le chercher sur un truc qu'il connaît, évidemment pas forcément sa spécialité. Et donc ça vous contraint les uns et les autres à devoir faire un petit effort de pédagogie parce que vous dites attends là je maîtrise pas, c'est pas mon champ d'application. Donc, je ne vais pas me gourer par rapport aux collègues. Donc, et en fait, ça marche très bien. Ça marche pour le XXe siècle, ça marche pour le XIXe. Et ça marche très bien parce que. Je me suis dit. Ah oui, mais non, parce que tout d'un coup, vous connaissez bien la matière. Mais c'est un podcast qui se veut populaire. Donc, je n'ai pas un colloque universitaire. Donc, derrière, vous faites un petit effort tous. Vous dites, bon, je fais gaffe et tout ça. Et ça paye tout de suite. Voilà. Merci beaucoup, c'est passionnant. Alors, Florent Baraco, alors vous dirigez un site d'information, le premier de France, si je ne dis pas de bêtises, mais qui n'est pas seulement un site d'information, c'est pas l'AFP. C'est-à-dire que c'est un journal. Et alors, j'ai un peu appris auprès de vous, à force de discuter, à force de travailler. Donc peut-être que je résumerai mal la méthode, et si c'est le cas, vous me corrigerez. Pour cette première question, pareil, on va rester sur le format. Moi, j'ai eu l'impression, au point, et alors au Figaro, le changement est phénoménal, c'est évident pour n'importe quelle personne qui a regardé le Figaro il y a un an et maintenant. C'est-à-dire qu'on avait l'impression avant que le web, bon, d'une part, c'était méprisé par les journalistes, surtout des grands médias, c'est évident. Ils voulaient pas y être, ça fait chier, quoi. Deuxièmement, que le web, c'était utile pour faire passer des tribunes, quoi. C'est-à-dire que c'était uniquement un format d'opinion. C'était aussi une époque, pour recontextualiser un petit peu, où le Figaro Vox venait de naître. Quoi qu'on en pense, c'est pas la question, mais il n'empêche que ça a fait des scores extravagants, justement, de mise en scène du débat. Et à l'époque, on oublie ce que c'était au début. C'était Thierry Ardisson, il avait fait péter tous les formats, c'était un truc très nouveau. Mais la reproduction de la diversité d'un journal sur le web, ça me paraissait pas être la généralité. Donc la question que je vous pose, c'est quand vous êtes arrivé au point et que vous avez pris la direction du web, c'était quoi l'état des choses? Qu'est-ce qu'il fallait changer? Et je duplique un peu la question pour le Figaro aussi, du coup. Alors au point, c'était très simple, c'est-à-dire que c'était un hebdomadaire qui sortait le jeudi, et donc les journalistes travaillaient vendredi un peu, lundi, mardi, et après on ne les voyait plus. Sauf qu'un site internet, ils étaient, on va dire, qu'ils préparaient les sujets, les sujets suivants, parce qu'on va être gentil. Sauf qu'un site internet a besoin d'être alimenté, et pour ne pas disparaître, un hebdomadaire doit être un quotidien en ligne. Et donc on les a challengés et on leur a dit, il faut que tu te saisisses du web. C'est-à-dire que ce n'est pas les petits jeunes qui ont 20, 22 ans, 23 ans qui vont parler de la guerre en Ukraine, etc. Tu dois te saisir ça. Estime-toi que tu es libre sur le site. Donc en fait, après on a fait le contraire, hein, parce qu'il fallait les canaliser, mais au début on leur a dit, tu prends le site et tu écris la longueur que tu veux. C'est-à-dire que tu nous dis dans le print, j'ai que 4 pages, ben là, si tu as envie de faire 8 pages, tu fais 8 pages. Si tu as envie d'interroger 15 personnes, tu interroges 15 personnes. Si tu as envie de publier la critique de la pièce de théâtre que tu as vue samedi soir qui n'intéresse personne, publie-le sur le web. Donc on les a appâtés comme ça. Puis après, on a commencé à mettre des limites en disant non, 8 pages, 10 feuillets sur le site internet, c'est trop, donc on va limiter, on va réangler, etc. Et en fait, ils se sont pris au jeu parce que le journaliste, il a besoin d'être stimulé, il a besoin d'être encouragé et d'être challengé en lui disant « T'as ton papier, il a cartonné, mais attends, il faut que tu nous fasses la suite parce que là, c'était incroyable. » Et donc, on est passé du site un peu un remplissage à « Fais-toi plaisir sur le site, invente des formats. » Nous, on a inventé au point les séries. On leur a dit tu vas pas, ton papier, il était génial sur 5 feuillets, mais fais-nous 10 épisodes de 5 feuillets, tu as tellement de choses à raconter. Et ils se sont pris au jeu, puisqu'on leur disait, puisque tu vas faire ta série, tu vas avoir quelqu'un qui va illustrer ta série. On va pas prendre une vieille photo AFP, on va vraiment mettre en valeur ton papier. Et puis, on va faire une vidéo pour que tu le teases, comme ça les gens vont voir ta tête et tu vas expliquer le cheminement. Et c'est comme ça que ça a marché. On les a attirés comme ça sur le site, et finalement, ils ont travaillé du lundi jusqu'au dimanche. Puisqu'on leur a dit, attends, mais l'actualité ne se termine pas le vendredi à 17h. Donc là, quand il y a par exemple le pont de Sébastopol qui est attaqué par la Russie, coup de fil au patron de l'Inter, non mais attends, c'est toi, le lecteur du Point, il veut lire ton décryptage. Et on avait le décryptage en 3 heures. Et donc on est passé en gros de une dizaine de papiers par jour qui étaient
fait par l'équipe du web, donc qui avait des jeunes qui avaient entre 20 et 25 ans, à 50 à 60 papiers par jour. Et donc Le Point est devenu un quotidien en ligne. Et c'est comme ça qu'on a gagné vraiment des parts de marché. On est passé en gros de 25 millions de visites par mois à 40, 45 et 70 pendant le Covid. Parce que le Covid a vraiment beaucoup aidé puisque ça allait tellement vite qu'il fallait les papiers tout de suite. Et alors au Figaro, qui est un quotidien par nature, quand on est arrivé, il n'y avait pas de papier sur le web. Parce qu'en fait, un journaliste du print... Comment ça, il n'y a pas de papier sur le web? Non, mais un journaliste du print, il est obsédé par le bouclage. Donc son bouclage, c'est 19h. Donc avant 19h, vous ne pouvez rien lui demander. Et donc c'était des journalistes, pareil, du service web, qui écrivaient des papiers, etc. On leur a dit, mais non, mais attends, ton papier qui va être publié dans le print du lendemain, 7h, qui sera disponible la veille à 19h, il est déjà périmé puisque l'actu s'est passé à 10h. Donc rends-nous le papier, nous on va te le valoriser, ça va être incroyable, et après tu fais tes ajustements pour le print. Et donc c'est ça qu'on est en train, c'est difficile, hein, la partie n'est pas gagnée, hein, mais c'est ça qu'on est en train d'essayer de faire. Typiquement là, vous avez l'attaque d'un fourgon blindé dans l'heure, ça arrive à 13h, le service société du print du Figaro a prévu de livrer son papier pour 19h. Là, ils sont en train de rendre le papier. Hop, hop, hop. Non, on a mobilisé tout le monde, on a dit, bon, envoie tes infos, envoie des décryptages, nous on les met en forme, mais le papier, il faut le portrait de celui de l'assaillant à 14h, ce qu'on sait de l'enquête à 15h, etc. Et on l'a obtenu. Donc c'est vraiment de changer la temporalité de gens qui sont obsédés par le print et donc par le bouclage de 19h. Et donc ça passe par des subterfuges. Il faut toujours flatter un journaliste, c'est la base de ce métier. Donc lui dire, non mais attends, il y a la grosse newsletter à 13h, elle est lue par 100 000 personnes. Donc il faut que tu sois à 13h dans la newsletter, donc rends ton papier à 11h. Et donc c'est comme ça qu'on fonctionne. Alors justement, après je vais faire tourner la parole, on va passer à un autre sujet, mais il y a un truc qui est assez marrant et on a l'impression qu'il y avait un problème dans les journaux avant que le web prenne vraiment le pouvoir, parce qu'il était temps, entre guillemets, c'est-à-dire que le prestige avait remplacé la performance. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression qu'on fonctionnait avec des codes un peu anciens et on voulait, je ne sais pas quoi, moi, telle place dans le Point ou dans le Figaro, et on pouvait constater régulièrement, moi j'ai constaté qu'en fait, quelque chose sur le web avait 1000 fois plus d'impact et même suscité beaucoup plus d'invitations ailleurs, était beaucoup plus lu que sur le journal. Comment est-ce qu'en fait on essaye de faire comprendre à un journaliste, écoute, arrête avec parce que je rappelle par exemple que le Figaro, si on prend, qui est un des 2 quotidiens les plus achetés de France, en kiosque c'est 15 000 exemplaires. Hein. Il faut se rendre compte de les chiffres de ce que sont les quotidiens aujourd'hui. Donc en fait, écoute, 15 000 exemplaires c'est très bien, mais sauf que ton papier il peut être lu par 100 000 personnes en réalité. Comment est-ce qu'on les convainc de ça? Aussi parce qu'ils n'ont pas vieilli avec ça. On peut comprendre que ça nécessite une conversion de l'esprit. Il faut communiquer les chiffres. C'est-à-dire qu'au début, moi, quand je suis arrivé au Point, le chiffre, c'était honteux. Donc, en fait, on n'avait quasiment pas le droit de dire les chiffres des papiers qui marchaient. On ne parlait même pas des papiers qui ne marchaient pas, hein. Juste des papiers qui marchaient. Et donc, en fait, on arrivait à la conf de rédac. Bon, le web, donc on disait, oui, alors ce papier a marché, etc. Et on a inventé un outil qui est incroyable, c'est la lecture en temps réel. Donc nous, on a les chiffres de tous les papiers qui sont lus en temps réel, combien de temps les gens lisent, combien de temps ils passent sur le papier, etc. Et donc finalement, on les a challengés puisqu'on va les voir et on leur dit, mais attends, ton papier, il a cartonné, regarde, il a fait 200 000, 300 000, etc. Et finalement, ils se parlent entre eux dans les services et on gagne la bataille service par service par service. Et on leur explique qu'en effet, un papier dans le print, donc c'est 15 000 kiosques, c'est 300 000 avec les abonnés, mais on ne sait pas ce que lisent les gens. Enfin, qui sait si le papier en page 2 a été lu? Sur le web, on sait tout. Donc nous, on est capable de dire, mais ton papier, si là, typiquement le portrait de l'assaillant de l'heure, on est capable de te dire que ton papier, là, 2 heures après publication, il a fait 200 000. Alors, il ne faut pas penser qu'aux chiffres, parce que le Figaro, c'est une grande maison, c'est des papiers de qualité, et on sait quand même ce qui a tendance à marcher, c'est des papiers un peu plus anecdotiques. Mais se dire, il y a plusieurs critères. Donc, il y a l'audience, il y a est-ce que le papier va créer de l'abonnement, ce qui est quand même très important puisque le modèle économique, c'est à la fois la pub et à la fois l'abonnement. Est-ce qu'il a été très lu par nos abonnés? Parce que, en fait, l'abonnement, c'est une baignoire qu'on remplit et qui se vide. Donc, si on arrive à retenir les abonnés, c'est top. Donc, on peut dire, mais ton papier, il a très bien marché auprès des abonnés. C'est peut-être des abonnés qu'on a retenus. Et en 4e, c'est le prestige, mais c'est devenu un critère presque accessoire. L'important, c'est l'audience abonnée et l'abonnement. Et ça,
petit à petit, alors il y aura toujours des gens réfractaires puisqu'ils ont connu la presse des années 70 où ils prenaient des pauses déjeuner de midi jusqu'à 16h avec ils te demandent le matin c'est quoi la coupe de François. Voilà, c'est ça. Et pour eux, le web n'existe plus. Mais ça, c'est une minorité. Au Figaro, il y a 80% de gens qui pensent web. Bien sûr. Voilà. Alors, Frédéric, j'aimerais qu'on parle de bande dessinée. Parce que la bande dessinée, c'est fascinant. Oui, tiens, pardon. Moi qui suis éditeur d'histoire en noir, la bande dessinée, on a vu des succès d'édition extraordinaires. Par exemple, parce qu'on en a beaucoup parlé, la BD dont le 2e tome vient de sortir, consacré à la Révolution, qui a été un succès phénoménal. Et à un moment donné, il y a une petite musique dans l'édition, mais j'imagine que ça a un peu pénétré ailleurs aussi. C'est, oh là là, en fait, le truc qu'il faut faire, c'est les BD. Parce que tu comprends, les gens sont devenus tellement idiots que là, il y a très peu de texte, beaucoup d'images. Donc, non, mais là, c'est je joue idiot. Et attends, il y a des images, c'est ça que les gens veulent, c'est ça que les jeunes veulent. Et tout à coup, on a eu l'impression, mais qui est un vieux fantasme dans tous les médias d'ailleurs, je pense, c'est qu'on inventait des lecteurs. Le problème des livres, par exemple, c'est que vous avez un nombre de lecteurs très limité. Il y a des best-sellers, ça arrive 10 fois par an. Là, vous n'inventez pas des lecteurs, vous touchez des personnes qui, une fois par an, achètent un livre et, par malentendu, achètent 300 000 exemplaires. Mais le problème de l'édition, c'est que vous n'inventez pas de lecteurs. Les lecteurs, ils sont un pôle constitué et vous les mobilisez largement ou pas. Mais vous n'allez pas... vous savez, on ne vend pas de poissons dans une boucherie, quoi. Globalement, c'est un peu ça l'idée. La bande dessinée, donc, à un moment donné, ça a été vu comme un Eldorado. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui où je parle, alors la question que je pose, c'est est-ce que c'était le cas il y a 10-15 ans? Est-ce que le marché était en crise? Comment il se portait? Est-ce que c'est vraiment un Eldorado? Est-ce qu'il y a eu une transformation? Est-ce que la bande dessinée a inventé des lecteurs? Est-ce que véritablement on a conquis un lectorat? Est-ce que d'ailleurs c'est les gens si jeunes que ça qui lisent des bandes dessinées? Et puis bon, après vous ferez le tri dans les questions évidemment. Et dernier point, moi qui m'intéresse énormément, est-ce que quelqu'un qui lit une bande dessinée sur la Révolution par exemple, puisque ça a été un très gros succès d'édition, ou sur Napoléon ou sur quoi que ce soit, parce qu'il y a beaucoup de BD historiques, est-ce que cette personne est potentiellement la même qui lit un livre d'histoire normal? Est-ce que c'est un fan de BD? Est-ce que c'est un fan d'histoire? Voilà. Donc, mes 3 questions auxquelles vous pouvez répondre dans l'ordre que vous voulez. Déjà, est-ce que c'est un Eldorado, la bande dessinée? Est-ce que vous êtes si riche que ça? Est-ce que c'est un Eldorado? Non. Non, c'est un marché de l'édition comme les autres, mais il est perçu comme un Eldorado parce qu'effectivement, c'est un marché qui a explosé, oui et non, qui a cru très régulièrement depuis les années 70-80 et qui a connu un véritable âge d'or de développement au début des années 2000. D'accord. Ensuite, repris ou continué par le développement du manga. Et donc, effectivement, c'est un marché qui est en grande croissance depuis une bonne vingtaine d'années. Mais bien sûr, cette croissance n'est pas linéaire, elle ne se fait pas sur un type particulier d'ouvrage. Ce qui est certain, c'est que la bande dessinée, effectivement, est perçue comme un Eldorado parce que depuis 2 ans, elle est devenue le 2e marché du livre. Donc elle est passée de la 4e à la 2e place dans le monde du livre, et aujourd'hui 23% des ouvrages achetés sont des bandes dessinées, et que effectivement cette bascule tout le monde l'a vu, et donc tous les éditeurs se sont dit bah oui, c'est un Eldorado. Je confirme qu'on ne s'invente pas éditeur de bande dessinée, hein. C'est vrai. Ni même auteur de bande dessinée. C'est-à-dire que c'est un travail assez particulier, assez différent. C'est un monde assez différent puisque la bande dessinée se fabrique sur 3, 4, 5 ans. Donc il y a un travail d'élaboration qui est assez différent, que beaucoup d'ouvrages de bande dessinée sont écrits par 2 auteurs et non pas un seul, un scénariste, un dessinateur, parfois plus, hein. On a des ouvrages collectifs jusqu'à 10 personnes, et donc c'est un travail éditorial qui est très très différent. Donc là aussi, question de support, on pourrait très bien se dire bah oui, un support imprimé noir pourrait très bien devenir une bande dessinée. Ça a été le cas, et ça a été l'un des vecteurs de développement du monde de la bande dessinée au début des années 2000, quand on s'est dit, formidable, adaptons des romans en D'accord, bande donc dessinée. on a adapté des livres noirs. Quand on dit un livre noir, que tout le monde comprenne, c'est du texte, hein, c'est ça en gros. On a adapté un peu copier-coller, quoi. Ouais. Ça a commencé, on va dire, au début des années 2000. Il y a eu quelques tentatives. Je pense que la toute première goutte a été faite chez Futuropolis quand Antoine Gallimard a racheté Futuropolis en 1988. C'était son premier achat en tant que directeur du groupe.
il a racheté une maison de bande dessinée et immédiatement, la première production de la maison, ça a été Voyage au bout de la nuit, vu par Tardi. Succès phénoménal, qu'il a ensuite tiré toujours chez Futuropolis en faisant travailler ensemble Tardi et Daniel Pénac sur de la création pure. On n'était pas encore sur de l'adaptation en bande dessinée, et ça, c'est arrivé un tout petit peu derrière, et ça a donné une première ouverture du marché de la bande dessinée à d'autres mondes éditoriaux. Depuis une bonne dizaine d'années, on est passé sur le monde des sciences humaines. Et donc, on a vu apparaître les premiers documentaires en bande dessinée à la fin des années 2000. Et ça a vraiment explosé à partir de 2011 avec le lancement de la revue dessinée. Les premiers auteurs étaient arrivés auparavant, mais on va dire ce marché de la bande dessinée documentaire représentait à peu près 10 millions d'euros au début des années 2010, et l'année dernière, il représentait 75 millions d'euros. Donc c'est un marché qui a fait un x7. Donc oui, alors on a créé un marché, on est allé chercher des lecteurs différents. Il est clair que la bande dessinée documentaire va chercher des lecteurs qui habituellement n'étaient pas des lecteurs de bande dessinée. Parallèlement avec le développement du roman graphique, est arrivé aussi un lectorat plus généraliste. On était dans un monde de la bande dessinée qui, dans les années 80-90, était très majoritairement masculin en termes de lectorat. C'était des fans, quoi, un peu. C'était les gens qui aimaient la BD, quoi. Exactement. Okay. En fait, on avait deux marchés, un marché de jeunesse et un marché plutôt d'adultes qui lisaient de la bande dessinée historique, de la bande dessinée de science-fiction, de la bande dessinée de genre. Avec l'avènement du roman graphique, on a un lectorat qui s'est beaucoup mieux réparti. Donc on est allé chercher des lectrices qui manquaient beaucoup au monde de la bande dessinée, et des autrices également en parallèle, ou les deux allant de pair. Et donc oui, il y a un nouveau lectorat pour la bande dessinée. Après, je ne sais pas si c'est un nouveau lectorat de livres. En tout cas, il est certain qu'on trouve des parallèles dans ces lectorats entre des lecteurs de bande dessinée et des lecteurs d'autres types d'ouvrages. Ce qui pose aussi des questions de libraire, puisque une bande dessinée documentaire sur l'énergie doit-elle être au rayon bande dessinée ou doit-elle être au rayon documentaire? Et comment la question a été tranchée d'ailleurs, ça? Elle n'est pas tranchée en fait. Parce qu'en fait, que tout le monde comprenne, parce que comme c'est une émission, c'est une édition aussi là-dessus, le problème des livres, c'est le problème et la solution, ce sont les libraires. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'ils sachent où mettre le livre, en gros. Et les librairies, c'est pas organisé n'importe comment. Il y a une table histoire, une table littérature, une table domaine étranger, une table bande dessinée. Donc effectivement, j'imagine qu'il y a des tables bande dessinée dans les librairies. Du coup, comment ça se passe? C'est quoi le plus rentable? C'est de mettre une bande dessinée histoire au rayon histoire ou de la laisser dans le rayon BD? Très bonne question. Les bons libraires le mettent aux deux endroits. Eh ben oui. Et donc, les bons libraires généralistes font ce travail d'interclassement. Les chaînes, et donc on va dire les grandes surfaces spécialisées type Fnac, ont fait le choix inverse, qui est de dire il y a un acheteur de bande dessinée, donc un rayon bande dessinée, et la chance de sortir du rayon ne peut arriver qu'avec une meilleure vente. Oui, et donc là, on passe sur les tables de meilleure vente ou sur les murs d'entrée de Fnac. C'est effectivement une manière de sortir du rayon, mais qu'on se souhaite tous, mais qu'on n'a pas tous. D'accord. Alors j'ai une dernière question parce que le groupe Futuropolis, la maison Futuropolis appartient au groupe Gallimard. On sait que c'est un groupe très resserré autour de son chef, ce qui est tout à fait logique et normal. C'est le groupe d'édition le plus prestigieux de France et un des plus prestigieux d'Europe. La bande dessinée, c'est vécu comment au sein du groupe, depuis que vous y êtes en tout cas? Non, mais c'est-à-dire que c'est une question assez naïve parce que moi je ne sais pas, c'est-à-dire que moi-même je ne saurais pas trop comment cohabiter avec une maison d'édition de bande dessinée. Est-ce que c'est valorisé, c'était laissé de côté, on mettait pas les bonnes personnes, quelle place ça a dans un groupe d'édition très prestigieux, la bande dessinée? Parce que Gallimard, il y a Flammarion, voilà, l'édition, c'est aussi un petit monde de coexistence, quoi. Alors, une chose est sûre, c'est qu'Antoine Gallimard adore la bande dessinée et Futuropolis en particulier. Je pense qu'il y a une forme d'attachement qui est due au fait que c'est la première maison qu'il ait rachetée, qu'il la suit de très près et qu'il a pour la maison un intérêt particulier. Par ailleurs, nous sommes dans un groupe un peu particulier puisque Antoine Gallimard a aussi pour volonté que chaque maison ait son identité, ses locaux propres. Et donc on est réunis dans des pôles géographiques. Nous sommes dans le 6e arrondissement, proche d'autres maisons du groupe, dont POL, dont De Noël,
dont le Mercure de France. Mais néanmoins, nous avons notre propre locaux. Donc nous cohabitons tout en restant des maisons très indépendantes. Par ailleurs, alors moi je suis dans ce groupe depuis 2017 et en l'occurrence en 2011-2012 le groupe a racheté Casterman et donc la bande dessinée a pris un poids beaucoup plus important et donc oui il y a un pôle de bande dessinée dans ce groupe, donc il y a de toute façon des activités, des interactions. Voilà, donc aujourd'hui on vit comme une forme de filiale satellite du reste de l'activité, mais néanmoins on a beaucoup d'interactions entre les différentes maisons. D'accord. Et on fait tout pour les favoriser et les maximiser. Ok. D'ailleurs, c'est ce qui, on va dire, Pénac Tardy, c'est exactement ça en fait. Hein. Oui, bien sûr. Cette volonté-là. Oui, d'ailleurs, c'est assez rigolo de voir, puisque votre dernier podcast, Philippe, est sur effectivement Céline. Moi, mes parents avaient l'édition de Futuropolis, Le Voyage au bout de la nuit, illustré par Tardy. C'est vrai que ça a été un truc phénoménal. Alors, Philippe Collin, on revient à vous. Moi, j'ai une. Mais on peut continuer sur la bande dessinée. Bien sûr, oui, Philippe. Non, c'est marrant parce que je ne cesse de. On le disait tout à l'heure, et puis on a parlé d'autre chose, mais je ne cesse de m'étonner de voir les gens. Alors, c'est vrai que là, on parle particulièrement de vos podcasts, mais de voir la diversité des gens qui écoutent ça. Mais je veux dire par là que, attention, il faut se les cogner quand même, les podcasts. C'est 10 heures d'écoute sur des sujets où il faut apprendre, faut assimiler les choses. Attention, Léon Blum, c'est quand même l'un de nous. Alors Jean-Marie Le Pen, c'est plus facile. Je veux dire, ça parle plus aux gens, mais Léon Blum, il faut se replonger dans la troisième. C'est des subtilités politiques qui ne sont pas du tout les nôtres. Enfin, bon, voilà. À votre avis, parce que, bon, évidemment, vous n'avez pas inventé les podcasts, mais pourquoi est-ce que ce format, vous n'avez pas forcément d'avis d'ailleurs là-dessus, mais pourquoi est-ce que ce format, le vôtre et les autres aussi, pourquoi est-ce que ça touche des gens aussi divers et pourquoi est-ce qu'on parvient à susciter une vraie passion, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on y revienne, une vraie passion sur des sujets assez compliqués. Vous voyez, je pense que si j'avais publié au moment de votre podcast, enfin 2 mois avant, une biographie sur Léon Blum, je pense que j'en avais vendu 1200 exemplaires, alors que vous, il y a eu des centaines de milliers d'auditeurs. Ça tient à quoi? Et donc, du coup, ma question s'articule aussi à la radio, à ce qu'elle était, à ce qu'elle va devenir. D'où ça vient cette... Pourquoi les gens aiment bien écouter quelque chose comme ça? Pourquoi ça n'a pas été tué par le cinéma, par YouTube, par l'image? Alors, il y a beaucoup de questions dans votre question, Arthur. Oui, c'est le jeu. On va commencer par la toute fin. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'aujourd'hui, l'audio s'insinue dans vos vies. C'est-à-dire qu'on a tous des vies aujourd'hui très chargées, très denses, qui soient à la fois parentales, domestiques, professionnelles, voyageuses. Et il y a du temps ici libre que l'audio, tout d'un coup, trouve sa place dans ce monde-là de liberté. Alors ça peut être dans une salle de sport, ça peut être en faisant la cuisine, ça peut être en prenant l'avion, en courant le dimanche matin en pourcent de jogging. Et on s'est aperçu, nous, du côté radio, qu'on avait ici un bassin d'audience inouï, y compris la voiture, par exemple, pour partir en week-end, où un VRP de province va vendre dans telle ville pendant 3 jours, donc il peut s'enquiller 10 heures sur Philippe Pétain. Donc tout d'un coup, il y a du temps là qui a été libéré, qui existait sans doute, mais qui a été exploité, entre guillemets, par l'audio. Oui, on a l'impression que ça a permis d'habiter un à côté qu'on n'habitait juste pas. Complètement, en complètement. Fait, ça. Et ça, on a vu un vrai changement avec le confinement. C'est-à-dire qu'il y a un avant et un après confinement. Alors comment ça s'est manifesté, ça? C'est très simple. Nous, on l'a vu dans les chiffres. Hein. C'est-à-dire que voilà, j'imaginais bien, oui. c'est radical. C'est-à-dire que, et on s'est aperçu que sans doute que les gens ont pris des habitudes d'écoute un peu sur la durée, se sont engouffrés dans des récits un peu longs, et ça n'a jamais décroché, voire ça a explosé. Et alors, c'est-à-dire que pendant le confinement, par exemple, sur France Inter ou chez Radio France, quels étaient les trucs qui ont explosé? Tous les récits longs, quoi. Longs. Alors, les grandes traversées. Exactement, mais y compris les récits sur les naufrages, même pour les enfants, etc. Cette saison, oui. Oui, exactement. C'est-à-dire que tout était exactement cette saison. Donc ces grands récits-là au long cours, ils ont explosé, mais y compris dans le catalogue. C'est-à-dire que l'application proposait des émissions très anciennes, d'il y a 10-15 ans, et les gens avaient épuré les nouveautés. Ça a duré, ce confinement. Donc du coup, on est allé chercher dans le stock. On a écouté la marche de l'histoire. Oui, mais par exemple. Donc en fait, et tout a augmenté très fort. Donc on s'est dit, tiens, là, il y a un petit changement culturel dans les pratiques. Donc on va en profiter. Et ça n'a jamais été démenti, ni ça n'a pas aucune décroissance. C'est-à-dire que c'est incroyable. C'est-à-dire que depuis là 3-4 ans, c'est phénoménal. Au point que c'est
en train de mettre en danger l'antenne. Il Alors, faut avoir voilà. ça en tête. C'était un peu la. Alors ça, c'est une question que j'aimerais beaucoup vous poser. Ouais. Parce que Florent Barraco, on a parlé avec vous tout à l'heure de papier web, donc performance vs prestige. Donc là, une grille, comme son nom l'indique, c'est une grille avec un horaire, c'est un rendez-vous. 7 voilà. jours. 7 jours. Mais comme on sait, on obéit de moins en moins aux convocations horaires, puisqu'on sait qu'elles sont disponibles à la demande. Donc pourquoi se contraindre? Y compris la réécoute. Exactement. Et alors donc du coup, comment ça s'est passé ça dans le monde de la radio? C'est très compliqué. Alors déjà, question simple, est-ce que quand on a commencé à faire des podcasts, est-ce que c'était vu par les barons, si je puis dire, comme un truc un peu à côté pour les petits jeunes, ou voilà, un truc un peu moyen, ou est-ce qu'on s'est dit non mais attends, en fait, est-ce que les gens s'y sont précipités? On a vu le truc ou pas du tout? Personne n'a vu le truc. Ok. Moi, je pars de l'antenne pour faire Bonaparte, Napoléon. Et je quitte l'antenne pour ça. Les gens ont compris? Mais personne n'a compris. Ils sont tous venus, mais t'es complètement cinglé. Tu lâches l'antenne, qui est c'est la sacralité, l'antenne de France Inter. Donc tu lâches pas l'antenne. T'es viré, c'est possible, ou tu pars à la retraite, mais tu lâches pas l'antenne. Moi, j'ai lâché l'antenne pour m'embarquer dans cette aventure. Et un chiffre très simple. On a commencé Bonaparte, on était 2,5. On est 13 aujourd'hui sur le podcast. J'ai une équipe de 13 personnes. On a commencé à 2,5. Ça, c'était en 2021, Bonaparte. Je parle de 3 ans. Oui, pour nous, en termes de service public et de Radio France, passer de 2 à 13, ça n'arrive jamais. Mais quand je dis qu'il y a danger, c'est qu'on est à budget constant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se développer, on a une enveloppe budgétaire à l'année, et voilà, c'est le gouvernement, l'État qui paye la radio. Bon, du coup, on voit qu'il y a une migration. Les 13 personnes, là, les 11 qui sont arrivés, ce n'est pas 11 recrues. Il y a quelques recrues, mais c'est des personnes qu'on a fait migrer de l'antenne vers les podcasts. Donc c'est là où je dis que c'est dangereux, parce que dangereux, on verra. L'antenne va rester l'antenne. Le matin, les gens écoutent les informations, que ce soit Europe 1, RTL ou Inter, ça reste des informations. Mais tout le flux autour, je ne sais pas comment c'est tenable à moyen terme. C'est-à-dire que nous, quand je dis 7 jours de grille, Inter aujourd'hui produit 9 jours par semaine. On produit tellement de podcasts qu'on produit 2 jours de plus. D'accord. Donc c'est extrêmement intéressant à entendre. Une une semaine de 9 jours, nous. On produit 9 jours. Ce qui est complètement fou en termes de production et de moyens. Mais n'empêche qu'on le fait. Donc, comment on procède, c'est qu'il y a des rediffusions, bien sûr. Les podcasts sont rediffusés à l'antenne l'été, par exemple, ou tous les dimanches à 15h. Donc, on réussit à amortir les coûts et à naviguer dans ces contraintes budgétaires. Mais sauf qu'on voit bien que la croissance des podcasts est telle que personne ne veut s'arrêter. La concurrence est très forte. Les plateformes comme Deezer, Spotify ou Apple vont commencer aussi à produire des podcasts natifs de récits, on le sait, d'historique un peu au long cours. Donc on ne peut pas rater le coche. Il faut qu'on se maintienne à ce niveau d'exigence et de production. Donc il va bien falloir qu'on trouve une solution. Et c'est pas simple. Mais justement, sur vos podcasts, donc vous avez expliqué tout à l'heure la méthode, c'était très intéressant. On va dire que soit il y a un podcast produit comme vous faites, soit sinon il y a des podcasts qui existent et qui sont tout à fait méritants. C'est pas la question d'histoire, d'interview, d'historien qu'on écoute ou qu'on fait tous. Bon, voilà. Mais on a l'impression que à partir de ce que vous avez fait, maintenant, pour avoir un podcast qui marche, en fait, il faut faire un film, quoi. Parce qu'en fait, vos podcasts, c'est des films. Oui. En réalité, ou un documentaire, si vous préférez, mais je veux dire, c'est un truc total. Du son, non pas des images, mais de l'archive, un sens du récit, votre présentation. Évidemment, j'imagine que... D'ailleurs, comment vous les écrivez? Alors, comment je les écris? Ça, c'est un peu long à expliquer, mais... on en profite un peu, quand même. Mais l'astuce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est de la radio. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le son dirige toute l'entreprise. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, j'écris tout à la fin. C'est-à-dire que j'ai un plan très détaillé au départ, un plan 10 parties, 8 parties, et dans le plan, c'est détaillé, d'accord? Mais je vais m'adapter au son. Si je n'ai pas les bonnes interviews, si je n'ai pas les bonnes archives, si l'archive n'est pas assez exploitable, si elle n'est pas assez sexy, si l'archive de fiction n'est pas celle que je veux, c'est elle qui me dit ce que je vais devoir faire. Donc, en fait, à la fin, j'ai ce qu'on appelle un bout à bout pour chaque épisode, pour le coup, qui respecte mon plan, mais qui va s'adapter au réel. Et donc, la dernière étape, c'est mon écriture. Et en fait, j'écris autour des sons. Donc, on me dit toujours, mais comment c'est possible? Tu as trouvé ce son-là alors... Mais non, en fait, le son m'a trouvé. Et en fait, j'écris autour des sons. Je lance les sons, je récupère les sons, j'en sors. Et donc, j'écris mon récit en fonction des sons dont je dispose. Mais de tous les sons, c'est-à-dire les interviews, les archives INA, les archives de fiction, les lectures de comédiens, comédiennes, etc. Et donc, c'est ça la règle. C'est le petit secret. C'est qu'en fait, ça reste de l'audio,
Donc, si c'est de l'audio, c'est l'audio qui dirige. Si vous voulez faire de la littérature, vous faites une bande dessinée ou un roman ou un essai. Mais si vous faites de l'audio, le patron, c'est le son. Donc, il faut respecter le son, toujours, quel qu'il soit. Ça, c'est le petit secret. Et qui, finalement, n'est pas du podcast, ça s'appelle de la radio. En vérité. Non, mais voilà, en vérité. Et l'autre chose que je voudrais ajouter par rapport au format qu'on évoquait et la bande dessinée est aussi concernée, et aussi le Figaro.fr, c'est que moi, ce qui m'intéresse, et c'est pour ça que ça peut aussi répondre à votre question, Arthur, c'est que les nouveaux formats, ils ont un potentiel d'intergénérationnel. Et c'est ça qui me plaît dans les podcasts, le Figaro.fr ou la bande dessinée. C'est que comme c'est nouveau, ça va toucher des jeunes publics, mais aussi des publics qui sont peut-être plus âgés. Et les uns pouvant recommander le podcast aux autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le podcast, l'industrie du podcast a décidé que c'était un récit intime. C'est souvent des gens qui se racontent eux-mêmes, etc., leurs angoisses, etc. Bon. Moi, j'ai dit à l'équipe, pas question. On va faire un récit que tout le monde peut écouter ensemble dans la voiture. C'est-à-dire un format commun intergénérationnel. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut écouter avec les enfants, avec les grands-parents, et puis même on peut échanger des souvenirs. Quand on écoute un podcast sur Philippe Pétain, il y a encore des gens qui ont connu Pétain enfant, aujourd'hui qui sont toujours en vie. On a eu plein de retours d'écoute, qui étaient à l'école, qui chantaient Maréchal nous voilà au collège, ou à l'école primaire. Bon, vous avez un gamin qui a aujourd'hui 10 ans, 12 ans, 20 ans dans la voiture, et bien, le grand-père raconte qu'il a vécu ça. Moi, ça me passionne. Ça me passionne et je trouve ça extraordinaire à vivre. Et donc, les nouveaux formats, ils permettent ça. La bande dessinée permet ça. Futuropolis produit des objets très beaux. Faites une expérience. Mettez 2 livres sur une table basse dans un salon, une bande dessinée chez Futuropolis, c'est un bel objet, un roman graphique, comme on dit aujourd'hui, et puis un récit, un essai ou un roman. Vous allez voir, les gamins, ils vont aller directement sur la bande dessinée. Je ne dis pas que c'est l'un contre l'autre, je dis que c'est l'un avec l'autre. Et que la bande dessinée, aujourd'hui, Frédéric a bien raconté, les parents s'en emparent. Et ben, ce médium-là, il permet d'avoir des récits historiques sérieux, multigénérationnels. Et le Figaro.fr, c'est la même chose. J'imagine que vos stats disent qu'il y a toute la gamme des âges, pas complètement. Mais ça va venir, ça va venir, ça va venir. Mais ça va venir. Mais c'est pas nous. Alors par exemple, Inter, on est une radio, on va dire d'un certain âge, mais le podcast est venu amener un nouveau public. Donc, ce qui est assez génial, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, on est à 27% de moins de 30 ans. Ce qui, pour Inter, c'est une révolution. Une révolution. Ce qui est fantastique. Aujourd'hui, je fais des conférences comme ça un peu partout en France. Quand on sort une série, hop, je vais dans 4-5 villes et je vais dans une librairie ou une université, etc. Bon. Jusqu'à à peu près le début de l'aventure, jusqu'à Léon Blum, on va dire, il n'y avait que des gens qui avaient plus de 50 ans. Depuis 1 an et demi, 2 ans, j'ai à peu près 20% de gens qui ont moins de 30 ans. Ah, moi, je me dis, c'est gagné. Enfin, on fait société, du coup. Enfin, c'est ça qui m'intéresse. Voilà, donc, et c'est là où et le format permet ça, en gardant, et je répète, en gardant une exigence scientifique. C'est-à-dire que je prédis que les 12 historiens, les 14 historiens qui sont là sont les meilleurs du marché sur le sujet qu'on traite. Voilà, et donc c'est passionnant à vivre. Moi, bien je pense que c'est passionnant. Oui, non, mais c'est fou parce que, grâce à Philippe Collin, il y a des gens qui vous disent « Putain, j'ai découvert un mec là, Léon Blum ». Ah mais d'ailleurs, attends, mais c'est pas ce qu'il a fait. Dis-moi tout. Non mais c'est fascinant. Et d'ailleurs, mais c'est rigolo parce que ça a même des effets incroyables. Quand il y avait celui sur Jean-Marie Le Pen, je sais bien que c'était pas le but. En plus, c'était des polémiques ridicules qu'on eu à ce moment-là, mais c'est vrai qu'en fait, ils se disent mais c'est pas que ça a suscité de la sympathie du tout, c'est pas le mot, mais ça a rendu la chose humaine et moins mythologique. Donc à partir de là, mais dans la langue de Molière. Ça s'appelle la connaissance, ça. Oui. Enfin, je veux dire, déconstruire un mythe pour rendre la chose humaine. Exactement. Ça s'appelle la connaissance. Florent Baraco, alors là, il y a un truc, personne ne le sait, mais je vais le dévoiler ce soir. La raison pour laquelle Christian Clavier prend une place telle dans vos pushs du Figaro, la raison pour laquelle la culture populaire est de plus en plus visible sur le site du Figaro, elle a été énormément sur le point. Quand je dis culture populaire, c'est le sport, le cinéma grand public, parce que je sais que vous êtes un fan de culture populaire. Vous avez écrit un livre sur Michel Sardou, qui a d'ailleurs été un carton, qu'on pourra acheter tout à l'heure. Moi, ça m'a toujours intéressé quand on travaillait ensemble, et même maintenant que je vois ce que vous faites au Figaro, et puis j'entends par des amis communs, vous avez imposé, de façon polie sans doute, mais vous avez imposé la place, la présence de la culture populaire sur ces sites d'information. Pas seulement parce que vous aimez ça, même si évidemment le goût est la première des raisons pour laquelle on s'intéresse à une chose, mais parce que j'imagine que vous pensez que c'est aussi ça
un site complet d'information pour toute la France. Alors, ma question est la suivante. Premièrement, si on compare avec les journaux papier, est-ce que la culture populaire, par exemple au Figaro, d'accord, je dis n'importe quoi, est-ce que ça avait une telle place? C'est-à-dire que est-ce que juste on n'en mettait pas dans le web parce qu'on n'y avait pas l'idée et que ça existait avant, voilà. Est-ce que, en fait, c'est un vrai oubli du monde du journalisme qui oublie qu'il y a toute une société qui s'intéresse à plein de choses totalement différentes et qu'elle a aussi envie de savoir si le dernier film de Christian Clavier est bon ou pas, après tout, car il y a une hiérarchie dans ces films. Pourquoi est-ce que le sport, il faudrait, alors par exemple au Figaro, avant le sport sur le web, c'était Sport 24. Donc c'était, et d'ailleurs, un site à part et de très bonne qualité. Moi j'aime beaucoup le foot, je regardais beaucoup Sport 24 pour savoir ce qui se passait avec des bons articles. Maintenant sur le site du Figaro, vous avez une soirée Ligue des Champions complète. Comment ça a été vécu? Voilà, c'est quoi l'histoire de la place de cette culture-là? Qu'est-ce que vous pensez de ça? La culture populaire, comme son nom l'indique, c'est populaire, donc ça s'adresse à tout le monde. Le Figaro, c'est 22 millions de visiteurs uniques par mois. Les 22 millions de visiteurs uniques ne lisent pas uniquement les pages internationales du Figaro. Donc ils viennent piocher autre chose. Et donc moi, quand je suis arrivé, je trouvais le site trop sérieux, trop politique, économie. Or, tous les papiers... Un peu caricatural politiquement, si mes souvenirs sont... Oui, mais ça, c'est normal, c'est une ligne éditoriale, on doit la respecter. Mais tous les papiers de culture populaire, de sport, de séries, etc., existaient, mais n'étaient pas mis en avant. Donc, il fallait juste rééquilibrer et dire, on est le premier site de France. Les lecteurs du Figaro, ils viennent pour lire, oui, le décryptage de Georges Malbruno, mais ils ont aussi des soirées séries, donc ils veulent savoir si la dernière série de Netflix est bien. Ils vont au cinéma, donc est-ce que le dernier Christian Clavier fonctionne? Et ils ont des enfants, et donc ils veulent savoir, est-ce que on doit aller voir, comment s'appelle-t-elle? J'ai un trou de mémoire sur Taylor Swift. Voilà. Et donc, la semaine dernière, nous avons fait 7 papiers sur Taylor Swift, ce qui est du jamais vu au Figaro. C'est-à-dire qu'il y avait un moment, il y avait un corner sur le... Il a pété un câble, Alexis Brézé, non? Non. Mais il a compris qu'en fait, on s'adresse à toute la population. Le Figaro, parce que moi, quand je suis arrivé, je me suis plongé dans des archives du Figaro. Le Figaro des années 70, ça s'ouvrait par l'époque. Les 2 premières pages, c'était pas la politique, c'était pas l'international, c'était l'époque. Et donc, il y avait des interviews de Michel Sardou, de Johnny Hallyday, la dernière soirée chez Maxims, etc., etc. Donc, en fait, il faut... Ardisson n'a rien inventé, en fait. Non, mais non. Madonna d'abord, Houellebecq ensuite. Mais voilà, c'est ça. Et en fait, on attire les gens sur du populaire et on les fait après naviguer, recirculer. Surtout que nous, on a une chance par rapport à l'édition et au podcast, c'est-à-dire qu'on est porté par des moteurs. C'est-à-dire qu'on peut nous capter des lecteurs. C'est-à-dire qu'un papier qui est bien exposé sur Google, ça va attirer des gens qui ne seraient jamais venus sur le Figaro. Mais le titre est bien, le sujet est bien, on les fait venir. Et après, notre boulot, c'est de les faire rester. Et donc, les faire rester soit sur du contenu payant à haute valeur ajoutée, soit sur d'autres contenus un peu plus légers. Et donc, ça, c'est tout le boulot qu'on doit faire. Typiquement, je reprends un exemple. La semaine dernière, il y a l'Eurovision. Bon, si vous êtes allé sur le Figaro, vous avez vu que nous étions très Eurovision. Oui, bravo. Énorme polémique, sauf que les gens sont rentrés par les papiers valorisés par Google, type la polémique avec la chanteuse israélienne, mais ils ont fini par cliquer pourquoi l'Eurovision est géopolitique cette année, avec un décryptage de Malbruno sur Israël et ses voisins. Et bien ça, c'est gagné. C'est-à-dire que quand vous avez fait venir des gens sur un truc un peu anecdotique, mais qu'après ils ont recirculé sur le site et ils ont lu des papiers de Georges Malbruno, des analyses, des éditos, c'est gagné. Et en fait, c'est Ardisson. Mais Ardisson, il a tout compris. C'est-à-dire, on fait venir les gens pour qu'ils voient Tom Cruise, Loana, mais ils restent pour Bret Easton Ellis. Bien sûr. Et on a rendu hommage à Bernard Pivot. Bernard Pivot, il faisait ça. Jacques Chancel faisait ça. Et en fait, la culture populaire, ça a toujours été ça, c'est de faire venir le populaire sur de la culture. Et donc, c'est ce qu'on fait, tout en gardant l'aspect Figaro. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire le chien écrasé, etc., parce qu'on est le Figaro quand même. Mais il ne faut pas oublier, oui, on peut s'amuser sur de l'actualité et de faire venir des gens sur des trucs plus légers pour qu'ils restent et qu'ils consomment d'autres choses. C'est intéressant, ça fait partie des sujets que je voulais aborder ce soir parce que les gens l'oublient quand ils vont dans des librairies, quand ils écoutent un podcast, quand ils lisent un journal en vrai ou d'ailleurs ou sur Internet. Mais derrière ces contenus-là, les gens qui les produisent, en fait, il y a un goût de la performance. Je veux dire par là qu'en fait, c'est aussi un business. Et c'est pas un business au sens, c'est pas seulement
C'est pas les métiers où on gagne énormément d'argent, c'est de notoriété commune, c'est clair, hein, ça fait partie du choix dès le début. Donc il y a un amour pour la chose, il faut aimer la radio, il faut aimer les livres, évidemment, ça fait partie du truc, c'est des métiers passion qui compensent le peu d'argent qu'il y a gagné, entre guillemets. Mais il y a un goût de la performance et en fait, la psychologie du trader, entre guillemets, se duplique dans la tête des gens qui créent des contenus. On connaît tous ce sentiment, on est éditeur, on veut vendre. On veut vendre. Bien sûr qu'en fait, mais sont des forces très contradictoires. C'est-à-dire qu'on veut faire des choses de haute qualité. Futuropolis, c'est une maison de bande dessinée très prestigieuse. On travaille en histoire dans une maison très prestigieuse aussi. On veut que ça soit de bonne qualité, on veut que ce soit de bonne tenue, on veut du prestige, mais on veut que ça se vende. Parce qu'à un moment donné, c'est ça qui est excitant. Et vous travaillez pour le premier site d'information de France, vous voulez que ça clique en fait. Vous voulez voir des statistiques monter. Et dans la presse écrite, par exemple, je prends juste un exemple. Au Point, quand Gisbert a repris le Point, il avait mis la chronique de BHL en face des mots fléchés, en disant les gens, ils vont s'arrêter pour faire les mots fléchés et il y a peut-être une chance qu'ils lisent la chronique de BHL. Et ça, voilà, mais c'est le côté, il faut cohabiter. Oui. Si ça marchait, non, ça marchait bien BHL. Mais c'est de faire cohabiter deux mondes et les faire circuler. Et c'est ça qui est hyper important. Et voilà. Notre défi, vous en parliez sur les jeunes et le Figaro.fr, notre défi, c'est de faire venir les jeunes qui ne viennent pas, et ça va être comment on les capte sur les réseaux sociaux pour les faire venir sur le site. Ça, c'est la prochaine mission pour le Figaro. Et justement, et donc du coup, en fait, ce sont des métiers de manipulateurs, je veux dire, au sens où on essaie de manipuler commercialement les gens, d'essayer de comprendre, vous le dites, ce qu'ils aiment, comment ils restent, comment on les garde. Évidemment, ça marche une fois sur 100, hein, ça va de soi, mais il y a quand même une idée. Frédéric, puisque, alors, il y a une particularité quand même dans la bande dessinée. Je vous le dis, le problème quand vous faites des livres, comme on est sous le capot ce soir, le problème quand vous faites des livres, c'est que vous vivez en fait avec 5% de votre production globalement. C'est-à-dire que vous faites du chiffre d'affaires toute l'année avec des livres qui se vendent très moyennement, voire peu, voire pas, dont la mission est de se rembourser eux-mêmes. Je veux dire par là la fabrication du livre, ce que vous a coûté l'auteur, mais vous ne payez pas les salaires avec ça, vous ne payez pas les murs, vous ne payez pas le café, voilà. Et le surplus, entre guillemets, et l'éventuel bénéfice, vous le payez grâce à en fait, vos 3 ou 4 livres dans l'année qui sont très bien vendus. Quel que soit le domaine, la statistique vaut à peu près de façon intégrale en littérature générale, en sciences humaines. La particularité de la bande dessinée, et pour y être un peu essayé, entre guillemets, pour avoir vu qu'on s'y essayé chez nous, entre guillemets, la difficulté, c'est que ce sont des investissements énormes. Il n'y a pas là qu'une bande dessinée, ça coûte très cher à faire. Quand je vois les rayons de bande dessinée, je me dis, mais ces éditeurs, franchement, ont beaucoup de courage, parce que je sais les investissements que ça requiert. Il ne faut pas avoir froid aux yeux, quoi. Et par exemple, c'est pareil dans les livres, les gens ne s'en rendent pas forcément compte, mais quand vous signez un avaloir de 50 000 ou 80 000 euros, vous prenez un risque considérable. Si vous vous plantez, vous pouvez planter toute votre année. Vous faites ça 3 ans de suite, vous êtes viré. Et ce n'est pas des iPods, quoi. Vous ne pouvez pas planter sur le 8 et dire que le 9 va tout rattraper. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. En bande dessinée, comment est-ce qu'on gère ce risque? Comment est-ce qu'on performe? Vous, au quotidien, d'après vous, qu'est-ce qui permet de faire qu'une bande dessinée va marcher plutôt qu'une autre? Je sais bien que tout ça est très hasardeux, oui, je sais, c'est très triste à dire, mais on part toujours avec des principes quand même. Voilà. C'est quoi? C'est la fabrication, c'est comprendre quand le marché part et qu'il faut imprimer au bon moment, le bon volume pour ne pas avoir trop de stock et ne pas pilonner. À quoi ça tient, vous, quand vous êtes dans votre cockpit et que vous êtes en train de regarder votre rentrée de bande dessinée au mois de septembre-octobre, et avec Noël évidemment, comment est-ce que vous réagissez pour vous dire, OK, là, je vais faire mon chiffre, là, je vais gagner, là, je vais perdre, là, on abandonne, là, on continue, là, on appuie. Comment ça se passe? C'est même une question qui m'intéresse moi très personnellement parce que je connais très peu de choses à ce monde-là. J'allais vous la retourner sur l'édition historique. Et malheureusement, nous n'avons pas autant de chiffres disponibles qu'au Figaro ou même en radio. On a quelques informations chiffrées, mais elles sont relativement restreintes. Et surtout, nos choix, nos décisions d'investissement sont totalement déconnectées en termes de temps de la vente réelle. En bande dessinée, la grande particularité, c'est qu'effectivement, on a un temps de développement très très long et donc très souvent, on investit aujourd'hui pour des ouvrages qui vont sortir en 2026, 27, 28. Et donc, il y a un temps de latence assez important. Et donc après, oui, dans le cockpit, on regarde les chiffres au quotidien. On regarde les chiffres
en amont, donc on est systématiquement sur 3 temporalités. On est sur la temporalité commerciale, puisque aujourd'hui nos commerciaux sont en train de vendre la rentrée et le mois prochain ils vendront Noël. Donc en fait, que tout le monde comprenne bien, les commerciaux partent avec le catalogue, vont voir tous les libraires de France, dire voilà, j'ai une bande dessinée de Frédéric, t'en prends combien? S'il en prend 5, et puis la totalité à la fin fait ce qu'on appelle la mise en place, c'est-à-dire combien il y a de livres en librairie. Donc ça, c'est ça. Ouais. Et donc quand on a un peu de chance, on a déjà des retours commerciaux qui nous permettent de prendre des décisions de tirage à peu près logiques. Même si le Covid, pour le coup, là, ne nous a vraiment pas aidés, parce qu'il a augmenté les temps de production de l'ordre de 3 à 4 semaines. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un rapatriement en France d'une grande part de production qui était faite en Chine, non pas en bande dessinée, mais notamment en jeunesse. Et donc les imprimeurs sont très très emboutés. Et donc on doit commander les quantités et on doit commander nos créneaux quasiment 6-7 mois à l'avance, ce qui n'était pas le cas auparavant. Mais bref, ça c'est vraiment de la tambouille, mais ça fait qu'on est constamment en train de regarder un temps futur. Et puis ensuite, on a le moment tant attendu de la sortie, où là on vit à la fois avec les sorties de stock quotidiennes, donc on sait tous les matins, mais voilà, vous le vivez. Tout le monde ne le vit pas. Et donc tous les matins, on sait exactement ce qui est sorti de quel ouvrage, et donc on vérifie. Et puis ensuite, on a la chance d'avoir toutes les semaines, le mardi soir vers 19h, mais pas aujourd'hui, les ventes GFK, à savoir les ouvrages qui ont vraiment été achetés par les clients en point de vente la semaine précédente, ce qui nous permet de jauger et de lancer des réimpressions quand c'est nécessaire. Quelle part ça a justement l'importance des bons choix de réimpression, je veux dire ? C'est... Parce que pour la bande dessinée, ça va être très particulier. Donc en fait, c'est très simple. Les réimpressions, globalement, plus vous imprimez, moins vous payez cher le livre imprimé. C'est assez logique. Plus c'est gros, moins c'est cher. Bon, pour des livres en noir et blanc, globalement, maintenant, on imprime pour très peu cher. Mais dès qu'il y a de la couleur, la quadrille, c'est très cher. Avec du hardback, c'est-à-dire du dur sur la couverture, c'est très cher. Vous, l'erreur d'impression coûte cher. Oui, c'est ça, oui. Effectivement, puisque on ne peut imprimer qu'à partir de 3000 exemplaires. En dessous, ça n'est pas possible. Et donc 3000 exemplaires, ça veut dire qu'on a quand même, quelques petites chances d'avoir des stocks en fin d'année. Et quand le livre est en librairie, c'est-à-dire qu'il est sorti, vous voyez que les ventes bougent. Bon, alors en plus, il faut savoir qu'il n'y a très très peu de perméabilité entre la presse et les ventes. Il n'y a pas du tout d'automatisme. Ça aide un peu, mais à une époque, ça a changé tout. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Il y a des livres qui prennent, vous ne savez pas pourquoi, sans presse. Il y a des livres qui ont une presse fastueuse et qui ne prennent pas. Il y en a qui ont les deux, il y en a qui n'ont aucun. Mais voilà, donc c'est pas si évident que ça. Le problème dans les livres, c'est que quand le livre est dans la librairie, on ne sait plus ce qu'il faut faire. C'est quoi les moyens d'action qui vous restent quand le livre est en librairie pour agir, en fait ? Quand par hasard, les libraires ont pris trop peu de livres par rapport à ce que le lectorat achète, ou quand ils en ont pris au contraire beaucoup trop ? Alors, quand ils n'en ont pas pris assez, c'est plutôt facile. On va vider notre stock et puis réimprimer, ça nous laissera juste le temps de réimprimer. Quand dans le cas inverse, c'est beaucoup plus compliqué puisque on va attendre 3 mois en actionnant tout ce qu'on peut actionner. Alors là aussi, il y a des changements de paradigme en termes de communication qui sont intervenus parce que notamment la publicité numérique qui était peu utilisé aujourd'hui est devenu vraiment un outil quotidien et avec des tarifs qui, nous, en tant qu'éditeurs, nous permettent de communiquer beaucoup plus facilement et puis d'aller chercher une typologie de lectorat beaucoup plus précise qu'auparavant. C'est-à-dire avec Facebook ou avec Instagram notamment, on peut aller chercher très précisément un lectorat plus féminin, plus masculin, des tranches d'âge, des centres d'intérêt, notamment autour de toutes les thématiques historiques. Facebook est capable d'identifier les amateurs de Napoléon et de les mettre dans une autre catégorie que les amateurs de l'Ancien Empire. Permet d'identifier les personnes qui sont proches il est capable de dire qui a son anniversaire dans le prochain mois, par exemple. Donc effectivement, ça permet de faire de la publicité plus ciblée, pas très chère. Alors oui, là pour le coup c'est un peu de la manipulation, non, mais c'est mettre le bon livre devant les bons yeux au bon moment, qui est notre seule arme possible et réelle. Et
puis par ailleurs, après, il nous reste, Dieu merci, en France, un tissu de libraire assez important et encore prescripteur. Donc effectivement, le travail avec les libraires, en amont comme après la sortie, peut énormément aider. Donc on communique toutes les semaines avec notre force de vente et tous les mois avec nos libraires pour leur envoyer les informations pertinentes pour vendre. Et justement, en bande dessinée, donc bon, vous avez compris le principe, si les libraires se plantent et qu'ils commandent trop ou pas assez de livres, globalement, ils mettent tout le monde dans la mouise et ça dérègle un peu toute la machine, quoi. On va dire ça comme ça. Mais c'est pas de leur faute. Ils font aussi des paris et globalement, ils se trompent très peu. Il faut le dire aussi. Dans la bande dessinée, justement, parce que vous savez qu'en France, on a une particularité qui s'appelle le prix unique du livre, hein, qui fait que les libraires sont obligés de vendre à un prix stable tous les livres, hein, donc ils ne peuvent pas faire d'opération commerciale, du moins pas sans des accords un peu compliqués avec les éditeurs. La bande dessinée, ça se vend beaucoup en librairie, ça se vend beaucoup en ligne. C'est quoi la proportion? Alors c'est très variable et c'est très variable suivant le type d'ouvrage. Donc je ne peux pas répondre à cette. Il y a des ouvrages de librairie, des ouvrages d'Amazon, voilà. Ouais. Alors Amazon est un vendeur de best-sellers, ça c'est assez clair, et donc c'est pas vraiment un média de prescription ou un libraire de prescription. Puisque les gens vont sur Amazon quand ils ont vu un ouvrage à la télévision la veille. Voilà. Là, il y a quelque chose d'assez immédiat. En revanche, effectivement, il y a des ouvrages qui sont plutôt... Alors, en bande dessinée, on a un tissu de libraire spécialisé en bande dessinée qui compte environ... C'est très structuré, oui. Oui, c'est très structuré. On a environ 400 très bons libraires de bande dessinée en France, ce qui nous permet déjà de toucher un cœur de lectorat, mais qui, par exemple, est moins réceptif, par exemple, à de la bande dessinée documentaire, qui, elle, se vend beaucoup plus en librairie généraliste en termes de pourcentage. Et puis ensuite, il y a des ouvrages qui ont des typologies plutôt FNAC, d'autres non. Voilà. Mais c'est très, très variable. Et vous arrivez toujours à suivre, par exemple, parce que moi j'avais entendu parler, mais peut-être que c'est faux, il y avait la première BD de Thomas Pesquet avait été un triomphe. Je ne sais même pas quels étaient les chiffres définitifs, mais c'était phénoménal. Et j'avais discuté avec les commerciaux qui s'en étaient occupés, parce qu'à l'époque, on avait des sujets en commun. Et les équipes qui travaillaient dessus me disaient on n'arrive même plus à suivre en termes de stock, en termes d'impression. C'est-à-dire qu'on n'a même plus les ressources pour produire. Le rêve de tous les éditeurs, évidemment. C'est vrai ce truc déjà sur Pesquet, qui a été une vraie dinguerie. C'était la première BD sur l'aventure spatiale de Pesquet, quoi, en gros. Qu'est-ce qui s'était passé à cette époque-là? Octobre 2017, il venait de descendre de la Station spatiale internationale et il était au cœur d'un moment médiatique très important et c'était le premier Noël après ça. Hein, donc, oui, c'est ça. Donc là, évidemment, ça joue. Et là, particulièrement, c'est vrai dans tout le monde du livre, c'est encore plus vrai en bande dessinée, c'est que on peut prédire un succès à 10 000, 20 000, 50 000 quand il y a des historiques d'auteurs, ou 100 000 quand les auteurs sont des habitués. Mais en revanche, on a beaucoup de mal à prédire un très gros succès de ce type-là, qui arrive à un moment. Donc la mise en place était bonne de mémoire, mais bonne sur ce livre-là, ça voulait dire autour de 50 000, si je ne dis pas de bêtises. C'est lointain et j'avais déjà quitté Dargaud. Donc 50 000, c'est une très bonne. Mais du coup, ça devient un vrai enjeu logistique. Là, pour le coup, ça devient une vraie machine de guerre. Parce qu'avant Noël, il faut avoir livré le maximum. Mais on a vécu la même chose avec Philippe Collin autour de la sortie du Voyage de Marcel Grob, qui était sorti début octobre, où nous avions tiré, j'ai plus tous les chiffres en tête, mais voilà, on va dire autour de 15 000, 20 000, parce qu'on avait sorti. Et puis, à la fin d'année, on avait 100 000 livres. Et c'est ça. Là, parce qu'il faut que vous compreniez aussi, ce qui est mortel pour un éditeur, quel que soit le format, c'est la rupture. C'est-à-dire le moment où, en fait, il n'y a plus de livres. Quand vous allez chez votre libraire et il vous dit « Ah, j'ai tout vendu, je le recommande ». Mais en fait, pendant les 5 jours où vous devez attendre qu'il arrive, vous allez peut-être plus du tout avoir envie, je parle à votre cœur, Philippe, vous allez peut-être plus du tout avoir envie d'acheter ce livre, en fait. Donc là, vous perdez des ventes. Donc en fait, tout ça est une gestion de stock, disponibilité du livre et d'équilibre avec les tirages, quoi. Donc c'est un métier qui, de ce point de vue-là, est compliqué. C'est le momentum du livre qui est particulièrement compliqué. Et en bande dessinée, il est pire que tout parce que le temps de production est beaucoup plus long. C'est toujours la même chose. Mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte du niveau d'irrationalité du marché du livre parce que on pense avoir des grandes idées sur ce qu'on fait, des stratégies très précises. On essaye toujours de faire les choses dans le bon sens, évidemment. Mais on est surtout confirmé au quotidien que la seule règle qui prévaut, c'est qu'il n'y a pas de règle. Par exemple, c'est arrivé récemment avec un livre tout à fait
inattendu, le livre un que sais-je de Georges Bensoussan sur les origines du conflit israélo-palestinien, un que sais-je, tout à fait que sais-je, si je puis dire, donc même format, voilà, où d'habitude vous en vendez entre 700 et 1500 exemplaires les bons jours, voilà. Là, vous ne savez pas pourquoi, enfin, vous savez pourquoi parce qu'il y a eu le conflit, mais enfin, des livres sur le conflit, il y en a 1000. Enfin, sur le conflit israélo-palestinien, il y en a plein. Que sais-je n'est pas du tout la collection la plus porteuse, c'est pas ce qui vous paraît le plus séduisant. On en a vendu, plus je regarde Lisa qui travaille au PUF, puisque c'est dans le groupe où je travaille, on en a vendu, mais, je sais pas, 70 000, 80 000 exemplaires, et il en sort encore 3 4 000 par semaine. Et vous ne comprenez pas pourquoi tout le monde, vous allez à Bruxelles, dans toutes les librairies, il y a des piles du que sais-je de Georges Bensoussan, vous le lisez, c'est très bien, mais enfin, c'est pas non plus Disney World, quoi. Je veux dire, c'est pas aussi intense en tout cas. Bref, voilà, c'est intéressant de savoir comment fonctionne le marché du livre parce que cette harmonie des librairies cache en réalité un grand chaos. Philippe Collin, j'aimerais qu'on parle, et la question ensuite sera pour vous aussi, Florent, d'un truc très particulier, c'est que vous faites de la radio, vous interviewez des historiens, vous avez interviewé toute votre vie des gens, j'imagine, c'est un peu votre métier. Oui. Pas que, mais enfin, vous avez quand même fait beaucoup ça. Vous venez de publier un livre sur Le barman du Ritz, c'est le titre du livre, qui marche très bien. Qui est en rupture. Donc mon cœur saigne. Parce qu'il y a une rumeur qui court, je ne sais pas si c'est vrai, Frédéric, mais il y a une rumeur qui court qu'en fait, a priori, 50% des gens qui viennent chercher un livre ne reviennent pas chercher le livre. C'est une statistique. Donc c'est assez inquiétant. Je comprends, et vous devriez en parler à votre éditeur. Quel rapport, parce que c'est un truc qu'on a tous en fait, parce qu'on a tous des auteurs ou des invités ou des journalistes, des contributeurs, des auteurs aussi en fin de compte, c'est-à-dire qu'en fait on gère des gens dont notre métier est de les mettre en valeur. C'est un métier particulier parce que de leur succès dépend le nôtre, donc il faut avoir autant de plaisir à le faire rayonner qu'à nous faire rayonner nous-mêmes. La chose est d'autant plus schizophrénique, si je puis dire, quand on publie soi-même, enfin voilà. Donc ça veut dire qu'il faut vouloir que quelqu'un soit le meilleur de lui-même. C'est comme être patron d'une écurie de F1, il n'y a pas beaucoup de différence. Il faut que la personne soit bonne, performe, parce que on est liés de toute façon, quoi. Donc c'est un truc un peu particulier. Et puis les auteurs, les invités, sont des gens aussi un peu particuliers, parce que c'est des gens qui parfois sont très narcissiques, très orgueilleux, qui trouvent que les questions sont bêtes, que la façon de travailler est idiote, que c'est pas comme ça qu'il faut vendre leur livre, que la 4e de couverture n'est pas la bonne, c'est ça votre quotidien, si vous voulez, que les questions étaient bêtes, que ce journaliste a mal lu mon livre, vous n'avez rien compris. C'est une insatisfaction globalement permanente. Comment vous avez vécu votre rapport ? Comment vous vivez votre rapport à vos invités, maintenant que vous êtes auteur, si je puis dire, que du coup vous êtes au sein du système, mais dans une position complètement différente. Comment est-ce que vous-même, vous avez vécu l'écriture de ce livre ? Puisqu'après tout, on a la chance de vous avoir. Est-ce que ça a été un exercice complètement différent ? Quel rapport vous aviez à ça ? Parce que je pense que ce n'est pas si intuitif que ça. C'est pas si intuitif. La première remarque que je vais faire, c'est, ayant passé tellement de temps du côté intervieweur, j'ai les codes et j'ai les clés. Donc ce qui me perturbe beaucoup, là, c'est que j'ai pas mal d'interviews, et je vois bien que la plupart des gens n'ont pas lu le livre. Et je le sais. Bienvenue dans le vrai monde. Non, mais parce que je sais très bien quelles astuces on a pour ne pas montrer qu'on n'a pas lu le livre. Sauf que je les connais par cœur, les astuces. Donc je dis, quoi, toi, t'as pas lu. Voilà, donc ça, c'est assez troublant. Parce que je me disais quand même, c'était une rumeur, mais là, je la vérifie, cette rumeur. Et vous le vivez comment ? Pas très bien. Pas très bien. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours... j'ai beaucoup travaillé, je trouve que le travail est une valeur qui me touche. Donc quand je reçois un invité, quand Thierry Lenz vient, j'ai lu son livre. Voilà. En tout cas, la plupart de son livre. J'ai pas de fichiste. Il y a des gens qui me filent un coup de main. Quand on fait Pétain, je ne peux pas tout lire Pétain. Donc les bouquins un peu annexes, on me fait des fiches de lecture. Mais bon, moi j'ai ce rapport-là au travail. Donc je lis les livres d'Arthur Chevalier. Voilà, je lis. Bon. Donc moi j'ai ce rapport-là. Donc quand je me retrouve face à une personne qui n'a pas lu le livre, je me dis comment on va faire ? Parce que ça m'inquiète en fait, ça m'angoisse. C'est-à-dire que vous, Philippe Collin, qui avez interviewé tout le monde pendant autant d'années, vous vous dites « Ouh là là, il n'a pas eu le livre, on va jamais y arriver ». Oui. Non, parce qu'en fait, je me dis, il vient de dire une bêtise, donc je laisse dire la bêtise ou je dis quelque chose. Donc, et puis la discussion continue. Parce que si vous le corrigez, vous l'humiliez. Exactement. Et en plus, vous lui rappelez ce qu'il sait très bien, à savoir qu'il n'a pas bossé. Il n'a pas lu. Eh oui, c'est bien le drame. Donc, et tout d'un coup, et parfois la discussion part sur une chose complètement fausse, sur la base de cette erreur, et là on s'est dit oh là là, où est-ce que je vais aller, tout ça. Donc c'est assez inquiétant. Moi, c'est une première expérience de ce point de vue-là, en tout cas, puisque la bande dessinée, c'était un peu différent, dans le sens où beaucoup de gens avaient lu la bande dessinée, plus que le roman, en vérité.
Est-ce que c'est plus facile dans une bande dessinée? Je ne sais pas. Mais en tout cas, là c'est très perturbant. Et ça m'angoisse beaucoup. C'est-à-dire que je ne sais pas comment gérer la situation. Ça, c'est vachement marrant. Mais je ne sais pas. Parce qu'en fait, moi, comme j'ai lu les bouquins des gens, je me dis, on est en confiance. Il y aura bien quelques-uns qui n'auront pas lu. Non. La plupart n'ont pas lu. Donc, il faut bien que je gère la situation. Donc, je découvre les astuces pour ne pas vexer les journalistes. Et en essayant de rétablir l'interview sur un truc à peu près correct. Exactement, et en donnant envie de lire mon livre aux gens qui nous écoutent. Donc c'est assez intéressant comme exercice. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Donc ça, c'est pas mal. Et par ailleurs, pour revenir finalement au côté intervieweur, moi, ce qui m'intéresse dans ces moments-là d'interview, justement, dans l'idée d'être généreux et non confiscatoire quelque part, c'est qu'en fait, on a une grosse préparation de l'interview. Je reviens au podcast, mais on a 3 outils. Il y a d'abord la complicité avec l'invité. Donc on le met en confiance, on lui explique le projet, on lui explique le niveau d'études différent des gens qui nous écoutent. Donc on met en garde, on prend du temps en préparation, beaucoup de temps. Vous avez essuyé les plâtres, vous 4 là ce soir sur la première série, mais depuis on a progressé. C'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps en pré-appel, on vous raconte comment ça va se passer, on met les gens à l'aise. Ils arrivent, ils sont très à l'aise. C'est important, c'est comme si vous recevez des gens chez vous. Donc vous les recevez bien. Donc on fait attention à ça. Vraiment, on en prend soin. Deuxième outil, le montage. C'est-à-dire que j'ai un avantage énorme par rapport à ma vie d'avant, c'est que tout est enregistré, c'est pas en direct. Donc on vous sublime tous et toutes. D'ailleurs, simplement, vous préférez le direct ou ce format de construction? Mais 1000 fois ce format de construction. Oui, c'est beaucoup plus excitant pour moi. J'ai adoré le direct, mais là c'est autre chose. Là j'ai des matières gigantesques et il faut en faire quelque chose, quoi. Donc je trouve ça extrêmement excitant, c'est le mot. Donc le montage est extrêmement précieux. C'est-à-dire et c'est magique le montage. C'est vraiment magique. Je peux aller prendre le début de la phrase de David Chantran et prendre la fin d'une réponse qui n'a rien à voir. Il ne le sait pas, mais ça respecte sa réponse. Mais c'est fantastique parce que tout d'un coup, on rend la chose fluide. On rend la chose extrêmement excitante pour l'auditeur ou l'auditrice. C'est très agréable. Et puis la troisième chose, pour les invités, c'est de leur faire refaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas fait ça avec vous 4 parce que je n'aurais pas osé, mais aujourd'hui, je peux vous dire que j'hésite plus. Que ce soit Henri Rousseau ou Pascal Horry. Pascal, on va reprendre. Donc, non, Alors attendez, vous leur dites quoi là, à ce moment-là? Pascal Horry qui est infiniment sympathique. Et Pascal, je connais bien, donc Pascal c'est un peu différent. Pascal, là c'était super, mais on va refaire. Parce qu'il y a eu trop de digressions. Et il le prend bien. Mais il le prend très bien, parce que tout le monde a compris. Parce que si le producteur, l'éditeur, le directeur d'un site est un trader, vous êtes tous des traders, y compris les invités. Vous voulez performer, vous ne voulez pas être ridicule, vous voulez être le plus beau possible. Et c'est normal, la vie est ainsi faite. Donc vous voulez être les plus beaux, les plus intelligents possibles, c'est normal. Donc quand on vous dit Pascal, c'était super, mais on peut faire mieux, Pascal il dit ok, on y va, on fait mieux. Donc je dis tu vas raccourcir un peu parce que là tu es parti et on t'a perdu. Donc tu restes sur la ligne et on va tenir. Voilà. Et je ne le fais pas comme ça, là je suis un peu brutal, mais c'est important parce que à la fin des fins, vous êtes tous contents. Vous dites, là, mieux vaut le refaire 3 fois que ce soit bien. Exactement. Et je dis pourquoi on le fait. Je dis, parce que là tu as bien commencé, puis après tu es parti là, et là on perd tout le monde. Tu as employé 3 mots compliqués, donc on va les expliquer parce qu'on est perdu. Non, mais voilà, c'est important. Mais ça, c'est parce que tout le monde veut être beau dans la vie. Donc, mais c'est un intérêt commun. Et donc, du coup, on a un intérêt commun. On dit, tu vas être le meilleur, je vais être le meilleur, et à la fin, on espère que ça va marcher. Donc ça, c'est intéressant. Bon, je vis pas vraiment ça en position d'interviewé. C'est un peu bizarre. Donc c'est un peu bizarre. Et moi, c'est intéressant comme expérience. Oui, et en plus de ça, parce que en plus de ça, comme la notoriété, vous l'aviez quand même avant. Oui. Vous n'avez même pas juste de dire, bon, on s'en fout, je suis connu au moins. Même pas ça, parce que de toute façon, mais non. Vous l'aviez, donc en fait, c'est pas de bonne qualité. En plus pour moi, donc du coup je me dis c'est un gros enjeu, donc je donne tout ce que j'ai, quoi. Je veux être le meilleur là. Bien sûr, oui, bien sûr. Et tout d'un coup je me dis j'ai des faiblesses que je maîtrise pas, donc je teste ça. Bien sûr. Donc ça a tendance à me tracasser beaucoup en fait. Donc je comprends. Voilà. Florent Baraco, donc vous avez plutôt un ethos entre guillemets de directeur de rédaction que de journaliste, de chroniqueur ou de type qui noircit des pages. Enfin, vous êtes toujours plus dirigé que écrit. Je le sais, vous me l'avez dit, c'est pas vraiment un secret. C'est ça qui vous plaît, quoi. Vous êtes un tirailleur fantastique. Vous avez des idées. Enfin, vous savez choisir les bons angles. Là, je vais partir. Non, mais voilà. Attends, je vous ai pas dit comment vous écrivez. Hein. Non, et puis, donc moi, je pensais pas que vous écririez un livre un jour, pas parce que vous n'en étiez pas capable, parce que je me suis dit, ça va jamais le brancher spécialement.
Et puis, en fait, il fallait parler à votre cœur, c'est-à-dire à Michel Sardou, que vous adorez, que vous aviez rencontré. Alors, il y a une anecdote phénoménale, parce que tout, on est là pour ça aussi. Donc, avec Florent, on travaillait déjà ensemble, on était déjà amis. Et Michel Sardou faisait une pièce de théâtre à Paris, qui évidemment faisait ça le comble. Et Florent m'a dit, j'ai une idée géniale, je vais faire un hors-série Sardou. Je dis, un hors-série Sardou au point, ça va vraiment intéresser les gens. Il me dit, mais bien sûr, on va le foutre à la pièce de théâtre, tu vas voir un peu les gens là. Ils vont tous l'acheter. Effectivement, ça a été un succès phénoménal. Tout ça pour un coût ridicule. Donc c'était une très belle opération. Et donc vous avez fait Sif sur Michel Sardou. Vous aimez beaucoup Michel Sardou, vous l'avez rencontré. Bon, voilà. Et puis j'ai vu aussi, parce qu'on est amis dans la vraie vie, donc j'ai vu aussi, et ça m'a amusé. Ça m'a pas étonné parce que je sais ce que c'est que quelqu'un qui écrit un livre. En fait, vous l'avez pas fait avec légèreté du tout. La promotion vous a beaucoup intéressé. Ce que les gens en ont dit vous a beaucoup touché, en bien ou en mal. Les gens qui en parlaient ou qui n'en parlaient pas. Vous étiez, en fait, vous découvriez qu'en fait, être avec son livre, c'est comme être refusé en boîte de nuit. C'est pas une partie de vous qu'on refuse, c'est tout. C'est-à-dire que t'as pas acheté mon livre, c'est moi que tu n'aimes pas, quoi. Je veux dire, c'est pas comme fabriquer des chaussettes, faire un livre. C'est pas la même chose. C'est pas de la production détachée de nous. Comment vous avez vécu ce moment relativement, et donc ma question au fond se présente exactement comme celle que j'ai posée à Philippe à l'instant. Comment vous avez articulé ce métier? Vous avez fouetté des journalistes avec beaucoup d'autoritarisme, je le sais parce que j'ai travaillé pour vous. Voilà, vous êtes ferme. Et tout à coup, vous vous retrouviez dans la peau du mec qui effectivement se retrouve avec des journalistes qui ne travaillent pas, donc non plus ils n'ont pas. Ah bah c'est très compliqué, c'est la même situation, c'est-à-dire que ça dérive et comme on connaît tous les trucs, on voit quand un journaliste n'a pas lu le livre, en même temps il ne faut pas le vexer parce que sinon on va être maltraité, donc on essaye de réorienter. Non, le livre, moi j'ai toujours travaillé sur de l'éphémère, parce que de l'actualité, et encore plus sur le web, c'est de l'éphémère. Donc moi j'ai écrit des papiers, un papier sur le web, on l'écrit, on sait que le lendemain c'est oublié. Un papier qui est écrit aussi sur le print, on a un petit peu plus de pression parce que c'est quand même écrit, mais au bout de 2 jours, quand on écrit un livre, ça reste, et c'est terrible. Et donc, ça reste. Et donc, c'est une pression. Et donc, je me faisais relire par l'éditeur. Et donc, dès que j'envoyais un chapitre, j'étais hyper inquiet. Je me disais, oh là là là. Alors que j'ai jamais eu peur d'un rédacteur en chef qui me relisait. Hein. Mais là, c'était un livre, c'était pas pareil. Et quand il est sorti, qu'on le voit, il y a une sorte d'émotion en disant, c'est ce qui va rester de moi. Bon, Michel Sardou, mais bon, au moins, il restera quelque chose. Je me dis, dans 150 ans, il y aura quelqu'un qui lira ce livre. Et donc, c'est de l'émotion. Mais il y a le côté du temps long, parce que le livre, c'est du temps long. Et donc, moi qui ai l'habitude du temps rapide, c'est-à-dire un sujet, il est commandé, il est relu, il est publié dans les 2 heures. Là, le livre, il a commencé à partir du mois d'octobre, rendu juin, imprimé, première épreuve juillet, deuxième épreuve août, mis dans les librairies en octobre, les premiers chiffres en novembre. C'est beaucoup trop long. Alors que moi, j'ai les chiffres en temps réel. Je sais quand un papier marche. Voilà. Ah, c'est ça. C'est ça. Voilà. Et c'est très compliqué parce qu'on est dans le temps long, le temps d'avant. On est revenu à avant. Alors que moi, je suis dans le temps hyper rapide. Donc c'est très déstabilisant. Mais c'est une aventure formidable. Et en fait, on a envie d'en refaire, en fait. Ah, c'était très agréable. Non, moi je dirige, mais j'aime beaucoup écrire quand même. Donc j'écris pas mal. Et là, c'est quand même un objet fondamental parce que sur le style, il est libre. Donc on a le droit d'écrire comme on veut. Donc on n'est pas obligé de faire 17 références pour Google. On peut bien écrire une attaque, par exemple. On interroge des gens, on peut me donner son avis. On est relu par quand même des gens hyper talentueux. Enfin, quand vous êtes publié en plus chez Perrin, c'est pas une maison... Voilà, pardon. Mais c'est vraiment une maison qui publie les plus grands historiens. Et quand on vous dit non, mais ce paragraphe, ça ne va pas, il faut que tu le refasses, ou ce paragraphe est très bien, là, on est tout de suite flatté. Enfin, c'est pas un papier web, quoi. Et donc, moi, j'ai trouvé ça excitant. Et quand vous avez terminé, que vous avez fait la promotion, vous avez été aussi dans les foires, vous rencontrez vos lecteurs, parce que sur le web, on ne rencontre pas ces lecteurs. Là, vous rencontrez un lecteur qui vous dit « Votre livre était très bien, j'ai été déçu, pourquoi vous n'avez pas mis cette chanson? Elle est formidable, cette chanson de Michel Sardou, vous n'y comprenez rien. » Et ben, vous avez envie d'en refaire un, parce que vous venez sur de la tradition des racines. Voilà, le livre, c'est la racine du pays. En plus, un pays comme la France, qui est un pays littéraire. Et on n'est plus dans l'éphémère. Et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est intéressant la question des formats, effectivement. Thierry, pardon, je suis désolé, je fais juste un point temporel. Ok, d'accord, très bien.
C'est vrai que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fin de compte, le livre, alors le livre qui a connu plein de formes, qui a connu la forme du rouleau, du codex, du livre imprimé, l'écrit c'est l'œuvre totale en fait, parce que c'est la forme d'art sans laquelle il n'y a aucune autre forme d'art, puisqu'on écrit tout, on écrit un film, il y a un moment il faut écrire. Donc en fait, le livre c'est quand même le centre de tout, c'est la plateforme totale et intégrale de toutes les formes d'art. Frédéric, alors vous avez jamais eu envie d'écrire, par exemple? C'est quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose parce que Florent et Philippe sont passés. Vous aviez écrit une bande dessinée, bien sûr, mais un livre, c'est pas pareil. Vous l'avez dit vous-même. C'est quelque chose qui vous intéresse. Première question, mais elle est personnelle et je veux, si vous voulez bien qu'elle soit, la réponse le soit aussi. Et deuxièmement, des auteurs de bande dessinée, ça ressemble à quoi, par exemple? Je précise ma question. Je précise ma question. Non, je précise ma question. Je précise ma question, c'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui fait des dessins, donc de l'image, qui travaille avec quelqu'un qui écrit une histoire. Comment est-ce qu'ils travaillent les uns avec les autres? Comment est-ce que ces associations, elles se font? Est-ce que c'est vous qui avez l'idée pour eux? Parfois, vous voyez un mec qui a un talent pour dessiner de fou, et tiens, je t'assure que si tu bossais avec ce scénariste, ça serait incroyable. J'imagine qu'il y en a qui ont l'habitude de bosser ensemble. On sait que Goscinny et Uderzo ont bossé ensemble, on n'a pas besoin de leur expliquer, mais ça ne doit pas être tout le temps le cas. Comment ça se passe, cette association? Vous avez des idées pour les autres? Vous réunissez des personnes qui ne pensaient pas s'assembler l'une avec l'autre? C'est quoi votre part? C'est très variable de projet à projet. C'est-à-dire qu'il y a des auteurs qui arrivent déjà avec un couple constitué, où on a aussi beaucoup d'auteurs complets qui arrivent et qui font et l'écriture et le dessin. Et puis ensuite, il peut arriver qu'on ait un scénariste qui arrive sans idée de dessinateur, et auquel cas, on peut aller chercher dans... voilà. Donc il faut connaître les plannings d'environ 200 ou 400 dessinateurs pour savoir qui sera libre dans les 2 ou 3 prochaines années. Alors c'est très variable, ça peut aller à minima, c'est un synopsis et un début de découpage, une dizaine, une quinzaine suivant l'auteur. Après, on a des auteurs qui sont très expérimentés, dont on sait que sur un synopsis on peut signer, parfois même sur une idée on peut signer. Et puis voilà, pour un jeune inexpérimenté, on va demander à aller beaucoup plus loin dans le modèle. Donc c'est là aussi très très variable. Et puis après, il y a aussi tous les moments festifs de foires et salons qui en bande dessinée sont importants, notamment pour les rencontres. Oui, après c'est tout le off du festival qui est important dans le monde de la bande dessinée, puisque on a des auteurs qui sont disséminés sur le territoire, voire à l'étranger. Le festival est un moment où on les réunit tous à un endroit, donc c'est aussi un moment de rencontre. Donc les dîners sont aussi très importants dans les festivals. Et parfois dans ces associations dessinateurs-scénaristes, ça se passe mal. Il y a des cas où par exemple en fait, ils n'arrivent pas à travailler ensemble. Je cherche un cas historique qui serait connu de tous. C'est pas est-ce qu'ils se disputent pour le plaisir du conflit. Est-ce que c'est juste qu'à un moment donné, les idées d'un dessinateur ne collent pas du tout avec ce que l'autre veut raconter? Oui, ça peut arriver. Après, dans la plupart des... Ouais. Puisque c'est un travail vraiment... après, là encore, dans le travail commun, ça peut être très variable. Il peut y avoir un jeu de ping-pong permanent entre le scénariste et le dessinateur, avec des propositions et puis des ajustements. Il y a de toute façon quelques moments clés où on fait des relectures complètes et on va réajuster. Et il peut y avoir, à l'inverse, un scénariste, notamment chez les plus expérimentés, j'ai pu connaître ça. Le scénario est livré clé en main, le dessinateur prend le scénario clé en main et livre... Et donc, il n'y a quasiment pas d'interaction. D'accord, mais alors on imagine assez bien qu'un dessinateur remplit des cases, il dessine ce qu'il faut raconter dans la case, d'accord. Alors un scénariste, s'il rend un scénario de 15 pages, d'accord, ça veut dire qu'ensuite, c'est pas un scénario de 15 pages qu'on coule dans la bande dessinée, il faut remplir des bulles. Et j'imagine, à chaque fois, mais il travaille déjà ça. Voilà, d'accord, ok, ça veut dire que sur le scénario, il vous met telle bulle, telle bulle. Absolument. Ouais. Chose pour faire avancer une histoire dans des petits... Ouais. C'est hyper long, il y en a c'est très réduit. C'est quand même pas les mêmes. Et en fait, il fait déjà son exercice de découpage. Et donc, page à page, case à case, il va faire des propositions. Et puis après, il y a des choses qui s'ajustent en fonction du dessin, de ce que le dessinateur va vivre réellement. Et puis, il va se rendre compte qu'à certains endroits, les transitions ne sont pas fluides et où que la scène n'est pas logique, puisque la bande dessinée est avant tout un
média d'interstitiel, en fait. Hein. C'est tout ce qui se passe entre deux bulles qui est important, et donc il faut que tout coule et roule. Et donc au dessin, il y a des moments où on peut se rendre compte que des scènes ne sont pas logiques, et donc là on a juste... Mais donc oui, c'est un travail qui est déjà fait par le scénariste. Commencé en tout cas. Je reviens à la première question, parce que quand même vous gérez des auteurs en permanence, c'est quand même un point commun qu'on a tous ici. Donc votre métier est de les faire shiner, de les faire rayonner, qu'ils aient une carrière, parce qu'un auteur c'est pas seulement un livre, toute une carrière. Non, mais je sais, juste. Vous, ça vous a jamais forcément intéressé de passer de l'autre côté du miroir quand on fait? Pas du tout. Du tout. J'ai commis un magnifique exporté en Allemagne en 1999 aux éditions du CFCE. Absolument. C'était formidable. Merci beaucoup. Merci à tous de votre attention. C'était très intéressant.